Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue dans Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Je suis Sébastien Galano, je vous ai pas parlé depuis environ 6 mois parce que depuis j'ai eu un bébé et c'est plus compliqué d'enregistrer. Et je suis ce soir en compagnie d'un super casting, un peu pas les Rangers de la Nouvelle République mais les Rangers du podcast. Donc je suis avec Sylvain, ça va Sylvain? Eh ben ça va. Voilà. Avec Tom, salut Tom. Salut tout le monde. Et avec Henri. Salut Henri. Salut, moi aussi je suis de retour. Qui a eu 3 gamins aussi. Les enfants. Bah toi aussi, hein, toi t'as eu un petit aussi qui est arrivé il y a pas longtemps, voilà. Ah, la conscrit. Papa. Bon, alors si on est tous réunis aujourd'hui, c'est pour parler des dernières annonces de Disney, parce que certes, on n'a pas eu de célébration cette année, on n'a pas eu d'annonce du coup, mais du coup on a l'impression que Disney a profité de cet événement numérique en ligne où ils dévoilent toutes leurs nouveautés pour faire toutes les grosses annonces concernant Star Wars. Alors pour remplacer le petit WhatsApp habituel, je vais faire un tour de table. On parle des annonces, je pensais qu'on allait faire une émission d'1h30 sur Baby Yoda. Oui, il est non, pas cette fois-ci. Ah bah merde alors. Ça c'est sur Mandalorian, d'ailleurs j'en profite pour dire que nos amis québécois ont enregistré l'émission sur l'épisode 7 de la saison 2 de Mandalorian, justement, où on parle, je pense, de Baby Yoda, même si c'est le seul épisode où il n'apparaît pas. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'on va faire un petit tour de table pour savoir dans quel contexte vous avez découvert toutes ces infos, si vous étiez au courant qu'il allait y avoir des annonces ce soir-là ou pas, si c'était la grosse surprise pour vous. Sylvain, dis-moi. Comme je devais me lever tôt, je me suis couché tôt. Je savais qu'il y avait des annonces, et le premier truc que j'ai fait en me levant, c'est d'aller regarder Twitter, la page Facebook de Star Wars en direct pour voir ce qui avait été annoncé durant la nuit. Et c'est comme ça que j'ai découvert plein de trucs qui m'enchantent, plein d'autres trucs où je suis encore en train de me taper la tête contre le bureau. C'est pas vrai, ils ont fait ça les cons. Donc voilà le contexte. Tom, toi, c'était comment que t'as appris ça? Alors moi, en fait, par toi, en fait, le soir, j'étais sur notre fil WhatsApp de Galaxy of Heroes, même si je suis plus sur la guilde. Et tu dis, il va y avoir 10 séries, c'est les actionnaires. Enfin, tu commences par parler des actionnaires, et là, je me dis, ils vont jamais lâcher ça comme ça. Ils vont faire au moins un espèce de célébration, ce que j'aurais bien aimé d'ailleurs, parce que je trouve ça super cool quand c'est animé, etc. Et je me dis non, il y aura rien. Et je te vois à un moment balancer, il y a 10 séries. Et je me dis non, c'est du fake, ou c'est trop loin les gars, prochain juste. Je pensais que c'était juste une phrase comme ça en l'air. Et du coup, je pars me coucher en me disant je suis sûr que c'est un fake et tout. Et le lendemain matin, je me réveille là, feu d'artifice, et je m'en suis toujours parmi. Et je me dis vivement qu'on en parle parce que waouh, j'avais besoin que ça sorte quoi. Là, vraiment super excité. Et le lendemain, j'avais cours avec mes étudiants, c'est pour ça que je me suis couché tôt. Et ils étaient tous comme des dingues à balancer des petits trucs dans les textuels. Et j'ai trouvé ça trop bien. Vraiment, c'était très cool. Toi Henri, comment t'as appris ça? Moi j'étais un peu en ligne juste avant de me coucher et j'ai vu les informations tomber au fur et à mesure. J'ai pas pu voir les vidéos tout de suite, mais dès que j'ai eu 5 minutes, je me suis dépêché de voir un peu tout ce qu'ils avaient sorti sur YouTube. Bien que j'ai vu la courte vidéo de Patty Jenkins il y a pas longtemps, je l'avais pas vu sur internet, enfin je l'avais pas trouvé sur YouTube et je suis tombé dessus hier ou avant-hier. Et moi j'étais en train de regarder un film avec ma femme et puis je lui dis mais tu sais que ce soir va y avoir des annonces à partir de 22h30 parce qu'il y a Disney qui fait un live avec ses actionnaires et tout, et elle était super gentille. Elle m'a dit mais si tu veux on le regarde ensemble, on arrête le film et puis on regarde ça ensemble. Donc on a commencé à regarder ça dans le salon et là je vois il y a 10 séries qui sont annoncées et tout. J'ai fait putain c'est pas possible et tout. Moi je m'attendais à 3 trucs max quoi. Et après on a fini les annonces parce qu'on a un petit qui pleure, donc en fait on l'a fini dans la chambre avec les écouteurs, l'ordinateur dans le lit. Ça a duré combien de temps? Ça a duré 2 heures je crois. Et t'étais hypé non pendant le truc genre ouais parce qu'en fait je m'étais dit à un moment on bosse demain et puis le petit il va se réveiller dans pas longtemps donc faut qu'on dorme.
Et en fait, j'avais peur que Star Wars ce soit à la toute fin, et au final c'était à la moitié, je crois. Donc du coup, j'étais dans le lit avec mes écouteurs. T'es pas rentré bredouille, quoi. Tu me commentes en direct, donc je vais commenter en direct, il y a ça, et elle était en train de se décomposer en mode, oh putain. Parce qu'elle me dit, moi j'ai envie de suivre un peu Star Wars avec toi pour, tu sais, pour pas être largué quand tu discutes et tout. Mais là, 10 séries, mais voilà, je sais pas si je vais pas l'obliger à tout regarder, hein. C'est elle qui décide. Mais voilà, et du coup après c'était très compliqué de s'endormir. Voilà. Ouais, c'est vrai que moi j'étais pas tellement au courant de cette histoire que c'était diffusé en ligne et tout ça, parce que en toute honnêteté, c'est vrai que j'ai un petit peu décroché de Star Wars ces derniers mois, j'ai pas eu le temps de m'y plonger, mais c'est vrai que toutes ces nouvelles, on va en reparler après, on va en parler, mais c'est vrai que ça m'a bien hypé et ça m'a donné envie de me replonger un petit peu dans l'univers là ces derniers jours. T'es au courant qu'ils ont sorti une série avec des Mandaloriens? Ouais. Sylvain, Henri, je vais prendre la branche que tu me tends, et en fait, on va un peu parler, avant de parler de tous les projets, de la stratégie de Lucasfilm, qui est, en fait, là, on voit que sur, je sais pas, à la louche, il y a une dizaine de projets, et il y en a 8, en gros, sur Disney+, et 2 pour le cinéma. Donc vraiment la stratégie de Lucasfilm et de Disney en général, c'est vraiment le streaming Disney+ à fond. Et surtout beaucoup plus de séries annoncées que de films. Vous en pensez quoi? C'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose? C'est comme on a pu le voir récemment dans même avec l'annonce avec Warner et HBO Max, hein, ça va être malheureusement, j'ai l'impression que la pandémie n'a pas aidé de ce côté-là pour le changement de business, ce côté rentabilité cinéma versus streaming, vu que les gens ils consomment de plus en plus sur leur téléphone, par internet et tout ça, c'est un peu malheureux, hein. Même si on voit encore comme de la résistance, parce que tout bêtement même les consoles actuelles, c'est quand même les consoles avec lecteur de disques qui l'ont quand même remporté, mais c'est vrai que j'ai l'impression que Lucasfilm a mieux réussi son pari justement vis-à-vis des séries télé plus que des films récemment, et je pense que justement ils ont dû remarquer ça et qu'ils préfèrent se diriger sur un tel plan, mais honnêtement vu ce qu'ils font en ce moment Disney, c'est pas étonnant en tout cas. Moi j'étais assez content que finalement le prochain film il soit qu'en 2023, même si c'est long à attendre, il y a encore 3 ans à attendre, parce que en fait pour moi Star Wars c'est avant tout des films et c'est avant tout un événement. Et alors même si j'étais ultra hypé, j'ai adoré la trilogie Disney, j'ai adoré Rogue One, j'ai bien aimé Solo, mais à partir de Solo, en fait c'était un peu moins un événement, une sortie d'un Star Wars, j'étais super excité quoi, mais je veux dire, moi j'ai envie de revivre l'excitation que j'avais avant le réveil de la Force en 2015 là. D'ailleurs ça fait bientôt 5 ans là que c'est sorti, on vieillit très vite. Mais moi j'ai envie de redécouvrir cette hype d'aller découvrir un Star Wars au cinéma, parce qu'on n'a pas eu ça depuis longtemps, et pour retrouver cette hype, j'ai besoin d'être en manque, et je pense qu'en 3 ans j'espère que je serai un peu en manque de films Star Wars, parce que en termes de séries, je pense qu'on va avoir de quoi bouffer pendant le restant de nos jours, comme c'est parti. Mais c'est très bien qu'il y ait des séries, parce que même si c'est un peu moins événementiel qu'un film, au moins on peut continuer à vivre de notre passion, non, mais on peut continuer à vivre notre passion au quotidien avec vraiment des médias qui sont un peu majeurs par rapport à des comics ou des romans qui sont, quoi qu'on en dise, des médias secondaires. Alors, c'est vrai que moi, ça me dérange pas qui balance tout plein de séries sur les plateformes de streaming. J'ai l'équipement qui va, donc je regarde dans des conditions, je trouve, optimales. Il délaisse pas non plus le cinéma. C'est vrai que la pandémie a mis quand même un bon gros coup de rabot aux sorties cinéma, mais ça fait quand même quelques années que même les professionnels reconnaissent que la liberté artistique, elle se trouve dans les séries, qu'il y ait plein de grands réalisateurs qui se tournent vers le monde de la série, des acteurs de cinéma qui se tournent aussi vers la série. Donc ça, moi je ne trouve pas que ce soit la mort du cinéma avec les grandes salles où il y a 4000 personnes à l'intérieur, dont 300 qui sont en train de descendre des bibines à température ambiante et du popcorn
jambon fromage coulant en plein dans la salle. Donc moi ça m'embête pas, et puis de toute façon t'auras toujours besoin d'écran géant pour regarder certains films dans les meilleures conditions. Là on traverse une période difficile. Les entreprises, ça fait plusieurs années qu'elles mettent le paquet justement sur ces plateformes de streaming pour toucher directement leur audience. Je vois pas ce qu'il y a de mal au fait qu'ils essayent de rentabiliser au max leur truc. Et puis on le voit même maintenant, Netflix sort des films qui vont au cinéma. Netflix a maintenant une branche pour produire des films qui vont au cinéma. Donc moi ça me dérange pas, c'est pas quoi qu'en disent les pessimistes et les gens qui te disent qu'ils aiment le cinéma mais que ça fait 25 ans qu'ils n'ont plus payé une place de ciné parce qu'ils sont invités à toutes les projections presse, à tous les événements, à la Mostra, à Cannes, à Sundance et autres. Voilà, moi c'est pas la mort du cinéma, on retrouvera des films, et comme toi, j'espère qu'on aura plusieurs années qui séparent chaque film, qu'on retrouve cette hype à chaque fois. Et Tom ? Alors, moi me concernant, en fait, je suis un petit peu surpris parce que je m'attendais au moins à une trilogie. Et c'est assez surprenant de voir juste ce one-shot de Rogue Squadron au milieu, et peut-être le film de Taika Waititi qui ont l'air d'être des stand-alone. Et moi je m'attendais en fait à ce qu'on ait à nouveau une trilogie qui sont un peu les pierres fondatrices, on va dire, de la chronologie historique de Star Wars. Et du coup cette nouvelle pierre fondatrice va pas être là. Donc là ça m'interroge un petit peu, notamment je m'étais bien imaginé être soit en Haute République, soit en Ancienne République type Dark Ben et compagnie, avec une vraie trilogie qu'on verrait vraiment du purin. Et là finalement on n'étend pas trop encore l'univers. Donc ça, c'est à la fois intéressant parce que ça veut dire qu'on prend le temps d'avoir cette prochaine grosse trilogie, cette prochaine grosse pierre fondatrice. Faut pas en mettre trop. D'ailleurs, c'était un peu le reproche qu'on avait fait à la postlogie. Donc dans un sens, voilà, ça va dans le sens de ce que t'as dit Seb, à savoir que ça prend le temps. Par contre, en ce qui concerne les séries, moi je trouve que c'est plutôt une très bonne nouvelle. Pour quelle raison ? Parce que les séries, ça, on le voit d'ailleurs avec le Mandalorian, avec toutes les séries qu'on regarde, c'est des histoires qui permettent de prendre davantage le temps. Donc on peut voir plus d'aliens, on peut voir plus de background, etc. Donc ça c'est cool, on se sent beaucoup plus dans Star Wars. En est la preuve de la saison 2 du Mandalorian, qui est à ce niveau-là extraordinaire. Quand on voit l'épisode 3, là, enfin vraiment, ça m'a vraiment donné cette impression-là. Et donc ça c'est vraiment un truc cool. Et en même temps, ça permet d'avoir des histoires, entre guillemets, secondaires, qui vont être là pour étoffer justement ces grosses pierres angulaires qui ont été posées par les trilogies avant. Donc pour l'instant, je trouve ça très bien. Et pour autant, nous qui sommes des toxicomanes de Star Wars, on a notre dose en attendant. Et je trouve que les projets sont vraiment cool. Et le fait du format série va vraiment pouvoir permettre de les développer sur une continuité, voilà, sur un long temps. Oui. Eh ben merci Thomas pour ce long avis, mais très constructif. Je voulais réagir parce que sur ce que tu disais, Sébastien, c'est qu'effectivement Disney sait hyper, mais le gros problème, on en a déjà parlé 100 fois, c'est qu'il ne sait pas continuer à hyper pendant le développement des films. Et ça, je crois aussi que c'est quelque chose qui m'a perdu pendant la postlogie, c'est que ils annoncent des trucs géniaux, mais après t'as pas d'infos, quoi. C'est tellement le grand secret que quelquefois ça en devient chiant. Même bon, on a eu quand même pas mal de fuites, on a eu les morceaux de scénario, surtout pour l'épisode 7, on connaissait toute l'histoire du film avant, mais les trucs officieux qui étaient tellement bien. Bon, je sais qu'on en a déjà parlé, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui manque vraiment sous l'ère Disney. C'est vraiment quelque chose, des vidéos officielles, les petits making-of qui savent garder la hype pendant tout le développement du film. C'est ce qu'on avait sur la prélogie, George Lucas, qui faisait des petits making-of qui ne spoilaient rien du film et qui donnaient à manger aux fans. Et c'est vrai que Disney, c'est le silence radio total, et c'est la manière de communiquer, c'est vrai que c'est bien parce dommage. Que là, on va être hypé comme deux malades, et puis tout d'un coup, Rogue Squadron, on en saura quasiment rien avant l'apparition. Bon, on aura des photos fuitées, mais côté officiel, on aura quasiment rien jusqu'au trailer. Mais là, t'as les séries entre-temps. Voilà, ouais, bien sûr, ouais, mais je veux dire, pour garder un petit peu les auditoires, l'auditoire de ceux qui préfèrent les films, c'est vrai que je trouve que c'est vraiment un gros manque. Ouais. Mais ça, c'est un problème qui date de 2012. Ouais, ouais. Voilà. Bon, je vous propose d'aller au cœur du sujet. On va aller en hyperespace et on va parler de chaque projet un à un. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by. Alors, on va commencer avec la partie des séries télé live. Alors, chacun d'entre nous va à son tour présenter un projet et après on va faire un rapide tour de table sur ce que chacun en pense. On va éviter les longs monologues parce qu'on a beaucoup de choses à dire et on ne va pas faire non plus une émission de 2-3 heures, on n'a pas le temps. Donc, on va commencer. Alors rapidement, il y a bien sûr Mandalorian saison 3 qui a été annoncé vers Noël. Cette fois-ci, ce sera Noël 2021, comme ça, le 25 décembre. 25 décembre. Comme ça. Le jour de Noël, Mandalorian commence, c'est génial. Ce sera un peu plus tard que la saison 1 et 2, mais bon, c'est pas grave. Et à côté de ça, justement, ils ont annoncé 2 spin-offs de Mandalorian. Voilà. Et le premier d'entre eux s'appellera Rangers of the New Republic. Et c'est Sylvain qui nous en parle. Eh bien oui, et donc ce n'est pas plutôt une nouvelle version des Power Rangers, mais c'est une série dérivée de Mandalorian. Donc si j'ai bien tout capté, ce sera tourné autour du personnage de Cara Dune qui va monter une équipe. Ça c'est les rumeurs, il n'y a rien d'officiel. Ah ouais, c'était les rumeurs. Ok, ouais. D'accord. C'est les rumeurs, mais normalement ce sera ça. D'accord, ok. Donc on se focaliserait donc sur des troupes de la Nouvelle République, donc des Rangers, comme ce qui est devenu donc Cara sur cette saison 2. Pour le moment, on n'en sait pas plus. Moi, c'est vrai que ça m'intrigue beaucoup. Est-ce que ce sera des shérifs dans l'espace je sais pas trop, mais c'est vraiment le spin-off en fait qui m'intrigue beaucoup plus qu'Ahsoka. Est-ce qu'on verra, d'après les rumeurs, donc Cara qui montera son groupe de flics de l'espace? Est-ce que ce sera Miami Vice dans l'espace? On sait pas encore. Mais franchement, ça m'intrigue, ce truc-là. Positif ou négatif, cette intrigue? Pour le moment, positif, en fait. Okay. C'est parce que on n'a pas encore vu finalement de flics dans Star Wars, donc ce truc-là, vraiment, c'est plus intriguant positivement que négativement, tu vois. Tom, qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors moi, j'ai vu beaucoup de critiques négatives, justement, et à l'inverse, moi je suis plutôt hypé, et moi je m'étais imaginé justement, et c'est pour ça que ça m'avait hypé, toute cette nouvelle république, on n'en entend pas du tout parler d'un point de vue géopolitique, et je m'étais imaginé avoir tous ces éléments là-dessus, c'est-à-dire un peu, vous savez, du type les romans qu'on a eu, un peu entre Renaissance et puis le fameux roman avec Leia, dont j'ai perdu le nom. Et je m'étais imaginé voir un petit peu les rouages de la Nouvelle République, et j'avais surtout imaginé voir les pilotes, Filoni et l'autre qui est avec lui, l'asiatique dont j'ai perdu le nom de famille. Et ces deux personnages, je les ai trouvés super cool. Et plus que Cara Dune, que j'ai pas envie de revoir, rien à voir avec l'actrice et les polémiques, mais voilà, ces deux personnages dans l'X-Wing, ils m'ont vraiment interpellé. J'avais vraiment envie de voir les dessous de la Nouvelle République, mais si ça s'oriente sur les shérifs qu'ils ont mandatés dans chacune des planètes, ça va être beaucoup moins cool. Mais par contre, si on suit la Nouvelle République et l'aspect géopolitique, là, je suis super preneur. Henri, c'est quoi ton point de vue sur cette série? Curieux quand même, je pense aussi. Pour moi, le plus logique, c'est effectivement qu'on retrouve Cara Dune. Et effectivement, j'aurais été un peu plus sceptique lors de la première saison, mais maintenant, l'avoir revu dans la saison 2, j'avoue que c'est un projet. Je suis pas hypé, mais je suis quand même curieux. Je va dire que je suis côté plutôt neutre. Pour le coup, parce que c'est vrai que peut y avoir pas mal d'idées à voir comment ça se développe, mais je voudrais voir effectivement plus quelque chose comme un peu qu'on s'éloigne plus de la rébellion et qu'on reste vraiment sur les comme on le dit avec Cara Dune et puis sa petite bande de shérifs de l'espace, comme le disait Sylvain, plus que le côté de Thomas qui voudrait revoir les pilotes. Je trouve que justement au moins garder les pilotes justement pour le côté du film Rogue Squadron que de les remettre dans cette série. Et pour moi, on en reparlera plus tard, mais je pense que c'est la série live qui me hype le moins, parce que les rumeurs parlaient effectivement d'une série sur Cara Dune, et Cara Dune, c'est peut-être le personnage de Mandalorian que je supporte le moins.
Et pour le coup, c'est aussi en cause de l'actrice, le fait que l'actrice ait des propos détestables sur Internet, que ce soit une complotiste de mes deux, ça m'aide pas à aider le personnage. Et je trouve que il y avait d'autres spin-offs à faire. Quitte à faire un spin-off, fallait faire un spin-off Boba Fett. Alors il y a une rumeur qui court actuellement comme quoi Boba Fett aurait sa propre série, des rumeurs fiables. D'ailleurs, j'étais étonné que dans le soir des annonces, ils aient pas annoncé la série Boba Fett. Et qu'est-ce que je veux dire ? À moins que Boba Fett devienne un Rangers de la Nouvelle République, et là ce serait vraiment fun, parce que Boba Fett est devenu gentil dernièrement, donc ce serait marrant qu'il continue à fracasser des armures de Stormtroopers durant une série, donc ça peut être pas mal. Si c'est tourné sur Cara Dune, je vais regarder juste parce que c'est Star Wars, mais voilà quoi. Je vais pas attendre chaque épisode avec impatience, mais comme le disait Tom, le contexte par contre est hyper intéressant, savoir comment la Nouvelle République à cette époque-là on essaye de reprendre le dessus sur l'Empire, comment elle essaye d'installer sa politique à travers la galaxie, ça peut être hyper intéressant. Si on a une série un peu avec des rebelles en dehors de Cara Dune qui font un peu de la chasse à l'impériaux, comme à l'époque on avait la chasse aux nazis en Amérique du Sud, ça peut être sympa. Voilà. Mais je suis très très sceptique plutôt du côté négatif. Franchement, j'attends de voir, j'attends d'être agréablement surpris. Voilà. Et on va continuer du coup logiquement avec l'autre spin-off de The Mandalorian, à savoir Ahsoka. Et ça, c'est Tom qui nous en parle. Alors effectivement, moi pour l'instant, alors on va débattre de ce que chacun aura au niveau des arguments, mais pour l'instant, moi là c'est la série une des deux séries qui me hype le plus. Parce que Ahsoka c'est devenu clairement moi mon personnage préféré, et il y a tout un background qui s'est développé au fur et à mesure de ces années, notamment du coup avec les gosses quand on regardait les séries, et c'est le personnage de la famille que tout le monde adore, largement au-dessus d'un personnage comme Rey et compagnie. Donc déjà il y a de la subjectivité, mais en plus encore une fois, tout comme la série Les Rangers, on l'a pas précisé, mais c'est quand même le prophète de Star Wars qui va réaliser la série, Dave Filoni, et il nous a montré quand même Dave Filoni que à chaque fois qu'il touchait quelque chose dans Star Wars en série télé, ça devenait de la magie. Et pour moi, c'est en plus avec Favreau, ils se font un tandem de malades, et c'est clairement aussi cet argument choc, moi qui en plus de Ahsoka, mais qui marche aussi sur le Ranger, mais un peu moins parce qu'on aime moins les persos, mais qui me font croire que ces gars-là ils ont tout compris à Star Wars et qu'on peut clairement leur faire confiance. Ils nous parleraient de Jar Jar Binks, j'aurais l'impression que le truc va être génial. Juste de voir ces deux noms-là, c'est comme quand tu vois Stan Lee sur un projet, c'est peut-être du marketing, mais voilà, ça donne beaucoup de confiance, et on imagine clairement ce personnage d'Ahsoka, le peu qu'on a vu, c'était assez spirituel, c'était très cool, et donc j'imagine qu'on a vraiment moyen de faire quelque chose, et peut-être d'avoir un lien justement entre Ezra, les Star Wars rebelles et compagnie, et je pense que Filoni va se faire plaisir là-dessus. Donc ça, moi c'est the hype total pour Ahsoka. Sylvain, qu'est-ce que tu penses de la série Ahsoka ? Là, moi, c'est le contraire. J'ai beaucoup de mal à savoir ce que... d'être hypé, plutôt surtout quand je vois le logo qui me fait penser au monde entre les mondes direct, et l'idée me fait très 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 peur en fait. J'ai vraiment l'impression qu'il va focaliser, c'est à cause du logo qu'il va focaliser non pas sur Ahsoka maintenant dans la période Mandalo, mais qu'elle va tenter d'influer sur les choses avec le monde entre les mondes, et ça me fait très peur parce que c'est typiquement ce que j'aime, l'idée un peu à la con, parce que c'est comme la DeLorean en fait, ça a l'air super, mais quand tu l'utilises t'empires les choses, et au final t'es obligé de revenir au point de départ. Donc ça me fait très très peur cette série. J'espère m'en tromper, mais vu la tête du logo, je pense qu'ils vont tout focaliser là-dessus, et pour moi, non. Henri, dis-nous. J'ai récemment vu donc l'épisode avec Rosario Dawson. J'avais un petit peu peur avant de la voir à l'écran, mais j'avoue que finalement, elle passe bien comme personnage. Donc moi, je suis quand même très curieux de ce qu'ils peuvent en faire, surtout avec l'actrice, la période et tout ça. Je sais pas encore, j'ai pas analysé le logo comme Sylvain. Moi, j'aurais plutôt vu sa quête qu'elle avait commencé à faire pour peut-être ramener la paix dans certains mondes. Mais c'est vrai que
vu qu'il y a comme un gros fil rouge avec The Mandalorian, est-ce qu'ils vont essayer de trouver un autre fil rouge? Peut-être qu'elle va retourner, si on développe un peu sur ce que disait Sylvain, est-ce qu'elle pourrait quasiment retourner voir je me souviens plus du nom de la planète avec le père, le fils... Mortis. Et tous Mortis, voilà, peut-être qu'est-ce qu'ils en profiteraient peut-être pour développer plus Mortis, Mortis qu'on n'a pas encore su beaucoup, mais c'est vrai que c'est peut-être pas impossible qu'ils partent dans quelque chose un peu spirituel, la Force, les Jedi qui vont abandonner le pouvoir, et tout ce côté-là. Donc curieux quand même de savoir ce qu'ils vont en faire. Je pense que ça m'intéresse, mais là aussi, faudra que j'en sache un peu plus pour savoir si le projet en lui-même pourrait me passionner ou pas. Eh ben moi, me concernant, je suis hypé, mais c'était plus la confirmation d'un secret de Polichinelle qu'une surprise, une série Ahsoka. Enfin, quand on voit l'épisode 5 de Mandalorian, beaucoup de gens se sont dit, comme moi, en fait, c'est le pilote de sa propre saison, clairement. Moi, ce que j'attends de voir, c'est, en gros, c'est Rebels de saison 5 en live. Et je pense, maintenant, on peut être sûr et certain qu'on peut se dire qu'on va voir enfin l'amiral Thrawn en live action. Ça va être, Mando, il a son mauve Gideon, Ahsoka va voir Thrawn, quoi. D'ailleurs, je suis curieux de savoir qui, entre Thrawn et Gideon, est le plus haut placé dans la hiérarchie du Nouvel Empire. Ça, je sais pas lequel des deux serait le plus haut placé. Mais ouais, j'ai hâte de voir du coup Thrawn en live action. D'ailleurs, je suis plus hypé par le fait de voir Thrawn en live action que pour avoir une série Ahsoka. Après, j'ai hâte de voir aussi, pourquoi pas Zeb et Ezra en live action. Je pense que ce sera quelque chose de très sympa à voir. Sabine, je m'en contrefous royalement, elle m'énerve totalement. Mais comme disait Sylvain, il y a un truc que j'ai absolument pas envie de voir, c'est cette histoire de monde entre les mondes là. C'est un concept qui marche très bien à la rigueur en comics ou en dessin animé, mais en live action, je suis très réticent à ce niveau-là. J'ai très peur à ce niveau-là. J'ai pas envie on sait que Dave Filoni il fait des choses très bien, mais des fois il part un peu trop dans ses délires. Et là, j'espère qu'il va un peu lever le pied, mais j'ai peur à ce niveau-là. Après, voilà. Donc j'espère qu'on n'aura pas de monde entre les mondes, mais en dehors de ça, j'ai hâte de savoir ce que Ezra et Thrawn sont devenus avec Ahsoka qui part à leur recherche. Ou alors peut-être que le logo indique justement ce côté, pas vraiment, j'allais dire Stargate, mais c'est vrai que ça me fait penser un peu à une porte, mais justement peut-être ce côté de l'espace inconnu, où peut-être qu'elle devra justement se rendre pour retrouver Thrawn, qui est parti aux confins de la galaxie. J'espère que ce sera pas ça. Bon, j'ai mon bébé qui pleure, ma femme, j'espère qu'on l'entend pas trop. Si, on l'entend, on te confirme. La maman est partie le calmer. Eh bien, on va enchaîner avec une autre série qui a été annoncée. Donc c'est pas vraiment une surprise. Et ça, c'est la série Obi-Wan Kenobi. Avec un logo, j'avais pas remarqué que le I de Kenobi, c'est son sabre laser. Au niveau du logo, donc ça, je trouve ça très sympa. Donc, Kathleen Kennedy nous a appris que ça allait se dérouler 10 ans après les événements du retour du Jedi, après 10 ans après la revanche des Sith. Et chose importante et grosse annonce, Hayden Christensen sera de retour dans le rôle de Dark Vador, et pas d'Anakin. On nous annonce qu'on aura le droit à la revanche du siècle. Donc, a priori, Dark Vador et Obi-Wan vont se retrouver pour un petit combat au sabre laser entre les deux films. Chose qu'on pouvait pas du tout s'imaginer avant. Et d'ailleurs, moi j'ai toujours imaginé qu'Obi-Wan, à partir de la revanche des Sith, il restait sur Tatooine pendant 19 ans à surveiller Luke, mais il faut croire que non, et je me demande vraiment comment ils vont nous expliquer ça de manière cohérente, parce qu'il y avait une petite vidéo qu'on n'a pas pu voir, qui était réservée aux actionnaires pendant le live, et il y a des fuites qui commencent à arriver de savoir ce que montrait justement cette vidéo, parce qu'au final rien n'était encore tourné, parce que le tournage, je crois, commence en mars 2021 et pour une sortie en 2022. Et donc du coup, a priori, dans les concept art, on voyait Anakin avec des clone troopers face à des Padawan, peut-être des flashbacks. On voyait une planète aquatique.
Et on voyait surtout Obi-Wan utiliser son sabre laser contre une lame rouge. Et aussi, on voyait un concept art de Dark Vador sur un trône. Voilà. Donc j'espère que... moi, je suis très friand d'avoir des flashbacks peut-être avec Anakin et tout. Ça peut être vraiment pas mal. Et j'espère aussi qu'on le verra en convalescence dans sa cube de Bacta, comme on l'a vu un peu dans Rogue One, quoi. Ça, je pense que ça peut être très sympa. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc vos avis, Tom? Alors moi c'est pareil, c'est une des séries qui m'a hyper hypé aussi. Et aussi, j'ai vu une rumeur comme quoi Teruya Morrison reprendrait le costume de Commodore Cody. Effectivement, j'ai oublié d'en parler. En fait, oui, ce serait, je te l'ai dit, mais ce personnage-là serait le méchant principal de la série. Exactement. Et donc, du coup, il irait finir le travail qu'il a pas réussi à terminer dans l'ordre 66. Donc c'est Cody, hein. T'as pas dit, mais c'est Cody. J'ai dit quoi? En fait, on n'a pas dit le nom du personnage, mais c'est Cody, du coup, ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Donc le fameux clone avec le casque jaune, qu'on voyait dans l'épisode 3. Et donc ça, c'est également un gros bonus. Et tout comme toi, je me suis fait mes projections à moi aussi. Moi, je pensais qu'Aiden Christensen, on s'en fout qu'il soit sur le costume de Dark Vador, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc c'est évidemment l'intérêt ou alors de le voir dans son bain à Bacta. Mais sinon, le gros intérêt, c'est de faire des flashbacks et de nous montrer des moments de la prélogie qu'on n'avait pas imaginé. Et donc ça, c'est vraiment une idée qui serait super cool. On pourrait même voir ce qui s'est un peu passé dans le Temple Jedi, et pourquoi pas voir une scène avec Grogu. Enfin, je veux dire, je me suis dit, voilà, tant que les gars, s'ils sont partis dans leur délire, et donc tous ces éléments-là, je trouve ça génial. Peut-être qu'on va apprendre que c'est Obi-Wan qui a sauvé Grogu dans le flashback. Enfin, on peut imaginer plein de trucs. On pourrait peut-être même voir, peut-être Ahsoka. Et donc du coup, c'est tous les possibles à la fois dans le temps présent, mais moi j'imagine surtout beaucoup de flashbacks. Et il y a même des gens qui parlaient un petit peu comme dans le comics. Je sais pas si vous voyez le comics, les tout premiers qui étaient sortis, où Obi-Wan reprenait son journal et relisait des anciennes histoires. Ça, ce serait un super coup. Et moi, j'attends plus de flashbacks que de choses qui vont se passer pendant cette période, qui pour moi doit rester plutôt en modern myth. Okay. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Sylvain? J'ai toujours pas changé d'avis par rapport à ce que je pensais déjà de la série Obi-Wan. Je vais même être honnête, ça s'est empiré depuis les annonces. Moi, Aiden dans le costume de Vador, je veux bien. Mais pour moi, comme tu disais, en fait, pour moi, dans l'épisode 4 original, Obinu et Darky, ça fait 20 ans qu'ils se sont pas vus. D'où la phrase, la dernière fois, machin, vous étiez le maître, j'étais l'élève, tout ça. Pour moi, Obi-Wan, c'est l'un des rares Jedi encore vivants. Il doit se planquer au fond d'une grotte, attendre que Luke grandisse. Il doit pas aller sauver la galaxie une énième fois. Surtout que si tu prends une logique, soyons un petit peu logiques. Dark Vador est au courant que son ancien maître, qu'il adorait surtout sur la fin, est vivant. À quel moment il bombarde pas en continu Tatooine s'il sait qu'il est sur la planète, juste pour ça? Et puis à quel moment il se demande mais qu'est-ce qu'il fout là, mais qui s'y fout sur cette planète là justement? Il y a plein de trucs qui sont pas logiques, et puis ça me fait penser en fait au débat qu'on avait le même problème avec Count Dooku et Anakin dans l'épisode 3, où quand il commence à se mettre sur la tronche, je crois, Anakin lui dit que je suis 2 fois plus puissant depuis la dernière fois qu'on s'est vu. À ce moment-là, on pensait tous que la dernière fois qu'ils s'étaient vus, c'était l'épisode 2. Et avec la série Clone Wars, c'est limite si tous les 15 jours, ils se mettent pas sur la tronche. Non, mais c'est ça. C'était la dernière fois qu'on s'était vu ou c'était avant-hier? Ouais, c'est ça. Et pour notre duel hebdomadaire. C'est ça. Et je trouve que ça atténue les choses. Et là, c'est pareil. Pour moi, Obi-Wan, pendant 19 ans, il fait cramer des marshmallows dans le désert. Point barre. Et là, on te ramène Cody qui va tenter de chercher machin. On fait le retour de la revanche Vador Obinu. Moi, j'ai peur. Franchement, là, c'est vraiment une série qui me fait peur. Et Henri, ça te fait peur toi aussi ou pas alors? C'est vrai que je rejoins pas mal Sylvain sur ses propos. Honnêtement, j'étais plus hypé avant, comme Sylvain, avant ces annonces, parce que moi, j'aurais préféré presque justement voir une série
qui s'inspirait du roman Kenobi, où Obi-Wan doit justement éviter d'utiliser ses pouvoirs de Jedi, mais résoudre des problèmes pour essayer d'un peu juste des petits problèmes locaux sur Tatooine. Je trouve que ça aurait été plus passionnant. Alors Kathleen Kennedy a dit un peu comme Macron en mode avoir 20 ans en 2020 c'est dur. Elle a dit un truc du genre être un Jedi durant cette période c'est dur. Vous allez, enfin un truc comme ça elle a dit concernant la série. Ouais, mais c'est vrai que comme dit Sylvain, c'est d'un autre côté ça m'a surpris qu'on reparle de Hayden Christensen, mais je me dis si on voit pas son visage, je vois vraiment pas l'intérêt de le faire revenir. Si c'est juste dans le costume, après c'est vrai qu'ils ont bien pris Pedro Pascal et qui fait presque que de la figuration dans Mandalorian comparé à son doubleur qui au final il fait Brendan plus la Wayne, voix. qui fait tout en fait. Oui, voilà, donc c'est presque plus la voix qu'autre chose. Alors, le problème c'est que la voix de Dark Vador, j'espère qu'ils vont reprendre James Earl Jones qui sera encore en forme pour faire la voix, parce que honnêtement, sinon, si c'est pas pour revoir une fois de temps en temps le visage, justement, comme disait, je crois que c'est Thomas qui disait, de le voir dans sa cuve un petit peu, justement, peut-être ou du flashback. Distance. Oui, ou un flashback, exactement, mais je suis comme Sylvain, je vois pas pourquoi Obi-Wan repartirait dans la galaxie alors qu'il est censé surveiller, normalement, non-stop Luke sur Tatooine. C'est pour ça que j'aurais presque préféré voir quelque chose qui se rapproche du roman Kenobi, où Obi-Wan, il bouge pas de Tatooine, il devient un peu le vieux fou, comme on dit, et qu'il est un peu considéré comme le ermite un peu foufou qui reste dans son coin, et que de l'autre côté, il est là surveillé. Peut-être, j'aurais presque vu plutôt en train d'empêcher les attaques des Tusken sur la farm des Lards, des trucs vraiment plus basiques que là, que encore un nouveau énorme conflit, le retour de Cody, Dark Vador et tout ça. Je trouve que c'est vraiment... Attends, Henri, je me permets juste de couper, oui, parce qu'on a un synopsis officiel sur la série. Ah. Alors, qui est le suivant. Tatooine, une rude planète désertique où les fermiers peinent sous la chaleur des deux soleils en essayant de se protéger eux-mêmes ainsi que leurs proches des pires Tusken. Une planète mouvementée aux confins de l'espace civilisé. Un endroit improbable pour trouver un maître Jedi caché ainsi qu'un jeune orphelin sur les épaules duquel se repose l'avenir de la galaxie. Ça correspond au bouquin donc. Ça correspond au bouquin, mais ça nous dit pas comment Dark Vador pourquoi Dark Vador refoutrait les pieds sur Tatooine et il reste. Non, mais alors Sylvain, par contre, rien ne dit que Dark Vador va venir sur Tatooine. À mon avis, c'est peut-être Obi-Wan qui va venir à Vador. Ouais, mais même que Obi-Wan quitte Tatooine, pour moi, c'est complètement bizarre. stupide. Sylvain, pour moi, effectivement, leur rencontre, c'est l'épisode 3 puis l'épisode 4. Donc, peut-être, ça, ce qui serait presque le plus intéressant, c'est peut-être quelque chose avec Vador, peut-être après les premiers jours de sa prise de pouvoir, ou enfin qu'il soit devenu Vador, ou peut-être des flashbacks de leur combat sur Mustafar, ou justement plus des flashbacks que Obi-Wan quittant Tatooine et laissant Luke tout seul sur la planète. Avant de te relaisser la parole, Henri, pour enchaîner avec l'autre projet de série, moi j'avais juste un truc à dire, c'est que on nous a annoncé Hayden Christensen, mais moi j'espère qu'on va nous garder en surprise de casting le retour de Liam Neeson, qui reviendrait en fantôme pour apprendre à Obi-Wan comment en devenir un lui-même, comme un peu le tease Yoda dans la Revanche des Sith. Il dit voilà, je veux que tu pratiques des exercices avec ton ancien maître pour apprendre à devenir un fantôme. Ça, je veux le voir dans la série. C'est le moment ou jamais pour l'insérer dans la série. Surtout que je crois que Liam Neeson n'a jamais dit qu'il aimerait pas revenir. Hein, si oui, là-dedans, il a dit, moi, si on m'appelle, faites-moi mon chèque et puis je reviens. Donc on verra bien. Henri, je vais te passer la parole pour le prochain projet. Alors un projet qui était resté assez mystérieux jusqu'alors parce qu'il s'agit du projet Acolyte. Dis-nous en plus. Alors Acolyte, alors là ça tombe bien parce que ça va rejoindre... Acolyte. The Acolyte. Alors ça tombe bien parce que bon après c'est aussi des rumeurs, donc ce serait une série donc on reste dans les séries télé qui se passerait donc dans la période de la Haute République qui va bientôt démarrer à la fois en roman et en comics en début de l'année prochaine. Donc c'est vrai que on n'en sait pas grand-chose. Ça se passe des centaines d'années avant l'épisode 1. Donc c'est l'air un peu qu'on espérait tous presque voir sur le grand écran
on espérait presque que ça soit donc les 3 films que devaient faire Benioff et Weiss avant qu'ils soient aussi légèrement limogés comme d'habitude. Mais donc ouais, on n'en sait pas énormément. Donc j'attends de lire. Pour le coup, ça me hype un petit peu justement pour la série de romans et de comics, parce que maintenant, si ça en inspire bien, j'ai envie de me plonger dans cet univers et pour essayer de grappiller quelques indices sur cette fameuse série. Alors on sait pas grand chose de l'histoire. On sait juste que apparemment ça serait un casting très féminin et ça serait réalisé par Leslie Headland, que je ne connais absolument pas. Mais en tout cas, on peut plus que parier évidemment que ça mettra en scène les Jedi d'antan ainsi que leurs ennemis de l'époque. Ouais, enfin plus même leurs ennemis, parce que c'est annoncé que ce serait une série axée sur le côté obscur de la Force. D'un autre côté, quand on voit le logo, c'est pas étonnant, vu que ce logo complètement déchiré quasiment en deux par un coup de sabre laser probablement rouge. En tout cas, mais je pense que pour l'instant, j'ai envie de dire que c'est. Avant, j'aurais dit que c'était Obi-Wan. Maintenant, je pense que ça peut être cette série qui m'intéresse le plus, justement, ce côté, ce côté totalement inédit. Parce que jusqu'à présent, on reste vraiment dans les périodes qu'on connaît, quoi. C'est les périodes Mandalorian, donc c'est la période de la trilogie, entre la trilogie et la postlogie, c'est là, alors que là, ils prennent enfin une prise de risque à aller vraiment dans le passé. Enfin, on le sait pas à 100%, mais si c'est bien ça, je pense que ça peut être vraiment. Là, ils peuvent se lâcher vraiment à approfondir quelque chose qu'on ne connaît pas et vraiment approfondir l'univers de Star Wars énormément. Sylvain, toi, t'en penses quoi de Acolyte ? Ça me hype. C'est l'une des séries qui me hype vraiment. Et puis, je rêve même en fait d'une série en mode anthologie, un peu à la American Horror Story. Où chaque saison en fait c'est une époque différente, et c'est un truc que j'aimerais bien faire. Par exemple, tu vois, saison 1 ça se concentre sur un ou une maître en fonction de ce qu'on nous dit sur le casting, qui se recherche un acolyte, et à la fin de la saison 1 l'acolyte est désigné, et tu reprendrais en saison 2 plusieurs années après où l'acolyte est devenu le maître. Et c'est un truc que j'aimerais bien, une espèce de passage de relais où donc sur plusieurs dizaines d'années, où tu commences à voir les fondations du plan qui va saper au final la République et le Conseil Jedi. Et je rêve même d'un truc finalement où tu finisses par une saison où le maître en question, c'est un Émodien qui, grâce à des machinations de son acolyte et lui, durant la saison, se fait élire à la tête de leur planète, et qui te sort un truc, c'est: je rêve par exemple que notre planète soit à la tête d'une fédération du commerce. Et là, tu coupes. Et c'est un truc qui je rêve sûrement éveillé, mais c'est un truc que j'aimerais voir. Ce genre de série, on pourrait prendre des grosses libertés. On pourrait y aller à fond la caisse en mode anthologie sur plusieurs années, et puis ça permettrait de brasser les personnages dans tous les sens, avec un fil rouge qui est les premières pierres du plan pour tuer les Jedi. Tom, toi, qu'est-ce que tu en penses de cette série ? Alors moi, effectivement, c'est aussi, je disais, j'avais 2 séries qui me hype. C'est vraiment celle-là, ma 2e série Londres, c'est pas la première. Le premier argument pour cette série, c'est tout d'abord que la page est totalement vierge à écrire et qu'on a 0 contrainte, donc du coup on peut se lâcher complètement. Parce que pour l'instant, dans chaque support qu'on a, télévisuel ou cinématographique, ils sont coincés par oui, mais il y a tel truc, il y a machin, ça se coince entre tel truc et tel truc. Là, c'est totalement libre, et on avait pu voir à l'époque que dans l'UE Légende, que dans les comics, et là Henri, je vais te faire plaisir, dans les comics et les romans de l'époque, c'est là où on avait les meilleures découvertes, parce qu'ils étaient complètement libres, et c'était génial. Donc il y a déjà cet argument-là que je trouve génial. Et en plus, comme tu disais, on va avoir cette nouvelle période qui va nous être présentée, et donc ça hype à la fois le côté cross-média, ça hype à la fois la nouvelle série,
et à la fois en fait les romans et les BD que je me dis ça a l'air sympa cette nouvelle période, j'ai envie d'en découvrir plus. Donc ça c'est encore un excellent argument pour autant les séries que les supports on va dire BD et romans. Un autre argument, c'est de voir cette fameuse, de voir les conseils Jedi. Alors ça va être plus orienté côté obscur, mais cette grande époque du conseil Jedi avec un Yoda plus jeune et puis on imagine plein d'autres Jedi, pas en mode on va se casser la gueule comme dans la postlogie, dans la prélogie. Et puis le tout dernier argument, Sylvain l'a un petit peu développé avec des idées précises qui me plaisent assez. Mais c'est le fait d'être tout simplement déjà rien que du côté obscur, c'est l'impression que donnent en tout cas les peu d'indices qu'on a, et d'être un petit peu de l'autre côté de la barrière, et ce qu'on a ressenti un peu dans le dernier épisode du Mandalorian, où c'était intéressant d'avoir un petit peu le point de vue de l'Empire. Bah là, si on pouvait avoir un développement du point de vue des méchants, on le voyait dans les romans, moi tous mes meilleurs romans c'est Dark Ben, tous les Dark c'est toujours les meilleurs, et quand on est du point de vue des méchants, c'est intéressant de voir leur raisonnement, et j'imagine tout à fait, pourquoi pas sur l'idée de Sylvain, mais j'imagine tout à fait m'immiscer du côté des méchants, et se dire, mais ils sont pas si méchants que ça. Et je trouve que rien que cette idée est cool, quoi. Moi, The Acolyte, je trouve que avant qu'on sache de quoi traiterait la série, elle a été très mal vendue. C'était Kathleen Kennedy qui avait dit c'est une série qui va être féministe, machin et tout. Moi, je n'ai rien à foutre que ce soit une série féministe ou quoi que ce soit. Tant que c'est une bonne série, c'est l'essentiel. Et du coup, ça a donné une excuse à tous les haters en mode ouais, c'est une série que pour les femmes. De toute façon, maintenant Disney c'est que pour les femmes, machin et tout. Et du coup, ça a desservi gravement le projet de le vendre en mode une série féministe, alors que c'est pas du tout le cas. C'est juste il y aura des femmes dans les personnages principaux et puis basta quoi. Donc en fait il y a une grosse maladresse de Lucasfilm au niveau de la communication avant, et là maintenant dans la manière dont ils nous le vendent, c'est ce sera à la fin de l'ère de la Haute République et ce sera axé sur le côté obscur. Et ça là ils nous l'ont vendu la série à ce moment-là, et là la série elle me hype quoi. C'est passé de la série entre guillemets politiquement correcte à la série on va apprendre des nouvelles choses quoi. Et comme tu le dis, en fait là on va être dans une période complètement libre parce qu'on va être environ 200 ans avant l'épisode 1, donc ils ont quand même un champ de liberté qui est non négligeable. Par contre je me suis pas tout de suite dit ça va être sur les sites, mais vu que justement les personnages principaux seront a priori des personnages féminins, j'ai plus pensé au Sort de la Nuit. Je me suis dit c'est peut-être un aspect de Star Wars qu'on va explorer et peut-être voir un peu comment ça se passe, leur rivalité avec l'ordre Sith. Et mais voilà, moi je pense aussi que ce serait peut-être pas mal de voir aussi comment les Sith maintiennent la règle des deux durant cette période. Donc voilà, et assez hypé aussi de me dire qu'on va peut-être revoir Coruscant, on va peut-être revoir cette photographie qu'on avait avec la prélogie, avec beaucoup plus de planètes entre guillemets civilisées, parce que sur Mandalorian il n'y en a pas beaucoup des planètes civilisées. La planète la plus civilisée qu'on a eue c'était le port de Trask avec les monts Calamari quoi. Donc moi je veux revoir des planètes avec des gratte-ciel dans tous les sens. Ça me hyperait vraiment. Yoda aura je sais pas, il aura, si je calcule bien, 700 ou 600 ans à cette époque-là, donc voilà, il y a un créneau à prendre, prenez-le. Ouais, la cinquantaine quoi en gros. Ouais, voilà. Donc avoir un Yoda avec un peu plus de cheveux et sans canne, ça peut être très sympa à voir aussi à ce niveau-là. Bon, pas en personnage principal je pense, mais s'il apparaît dans un épisode en antagoniste du coup, je serais pas contre Donc voilà, est-ce qu'il sera aussi à cette époque-là à la tête du Conseil Jedi? Bon, je pense aussi, parce que franchement, quand t'as 600 ans, t'as quand même la sagesse pour en faire partie. Et quitte aussi, toi qui aimes bien les aliens, revoir plein de Jedi aliens, ou voilà, ça pourrait être sympa aussi, je trouve. Voilà. Et maintenant, on va continuer avec un autre projet de série qui a déjà été annoncé. Et c'est le projet Cassian Andor, et ça c'est Sylvain qui va nous en parler. Eh bien oui, ça fait longtemps qu'on en entend parler justement de cette série qui est centrée, comme son nom l'indique, sur Cassian Andor, qu'on avait vu dans Rogue One. Ce serait une série qui ne se terminera pas au début de Rogue One, ni à la fin de Rogue One, mais qui nous montrera une cellule des rebelles et qui tournera finalement
autour de la philosophie que Cassian nous disait, que même si c'est des gentils, même si c'est des rebelles, ils doivent se salir les mains pour faire le boulot. On nous annonce un thriller d'espionnage, des missions audacieuses et le tout sous l'Empire à son apogée. Et franchement, on a vu quelques petites images, quelques trucs, ça hype sévère aussi de ce côté-là. Alors j'espère que ce sera bien réalisé, que ce sera pas manichéen à fond les ballons, mais que justement on jouera sur les propos de Cassian dans Rogue One. Et voilà. Je peux pas continuer d'enchaîner derrière toi parce que il y a une vidéo qui a été diffusée, qui est disponible sur YouTube concernant la série. Donc on peut revoir surtout des scènes de Rogue One où on nous représente un peu le personnage de Cassian Andor, et une interview de Diego Luna qui nous dit voilà, on a commencé à tourner depuis 2 semaines, et après on fait un petit tour dans le département artistique avec Neil Scatlan qui avait créé toutes les créatures des derniers films, et on nous explique qu'en fait il travaille dessus, notamment les aliens, comme s'il travaillait sur un film. En fait c'est vraiment à la même échelle. Alors c'est tourné à Londres, comme pour les films. Et on y voit pas mal de concept art aussi, notamment un destroyer Venator, c'est un peu les ancêtres des Star Destroyers qu'on voit dans The Clone Wars là, avec les bandes rouges et les ronds jaunes, et qui se fait un peu démanteler dans une planète un peu de décharge. On y voit Cassian Andor, je crois qu'il pilote un A-Wing avec le cockpit totalement défoncé. On le voit aussi sur chevaucher un swoop bike avec quelqu'un derrière lui qui tire sur des Stormtroopers. Et il y avait des concept art aussi qu'on voyait dans le fond. C'était assez intéressant, on voyait des gens en tenue de soirée. Et Cassian Andor, un dessin de Cassian Andor en tenue de soirée, donc je pense qu'il va y avoir un épisode où il va intégrer la haute société, voilà. C'est James Bond. Voilà, moi j'espère juste que on va avoir un fil rouge dans cette série avec des enjeux clairs et pas forcément un épisode d'une mission indépendante. Voilà, ça ce serait dommage. Mais vraiment une vraie série avec un vrai fil rouge. Et aussi niveau casting, on nous a, alors je sais plus, j'ai plus tous les noms en tête des acteurs qui sont annoncés, mais ils ont officialisé le retour de Geneviève Aurélie qui jouait Mon Mothma dans Rogue One et dans les scènes coupées de La Revanche des Sith. Donc je trouve que c'est assez sympa dans la continuité. Et une rumeur donnait aussi également le retour, alors je n'ai plus le nom de c'est Alistair Petrie je crois, qui jouait le général Draven dans Rogue One. Pour ceux qui se rappellent pas qui est le général Draven, c'est le général qui demande à Cassian Andor de tuer Galen Erso parce que finalement on prend pas de risque. Voilà. Donc ça va vraiment faire un vrai lien avec Rogue One et c'est pas mal du tout. Voilà. Thomas, toi, qu'est-ce que tu attends de cette série? Alors moi je suis hyper hypé aussi par cette série. Je me rappelle de la première. Au départ, j'en étais pas du tout. J'avais vraiment pas accroché. Je me rappelle qu'une fois, tu t'avais sorti cette théorie, Seb, t'avais dit, oui, mais si ça se trouve, on va voir le développement de la création en partie de la rébellion. Et c'est un truc que j'ai entendu dans la vidéo. À la fin de la vidéo, il le dit, Diego Luna, il dit, on va voir comment ils ont construit ça. Alors certes, une partie a déjà été pré-créée, mais moi je l'imagine bien à plusieurs étapes chronologiques de son avancée, la rébellion, et j'imagine bien toute la phase construction, et il y en a un que je veux voir, c'est un de mes persos préférés, c'est Bail Organa, donc j'espère que l'acteur va signer, je pense pas qu'il coûte si cher que ça, il était déjà venu pour Rogue One, donc j'espère très clairement qu'il va être là. Et là, j'espère bien aussi voir Hera, Zeb et Chopper. Parce que pour moi, ils ont clairement leur part du lion. Et dans Rogue One, ils étaient évoqués. Donc moi, je les vois tout à fait faire le lien avec Star Wars Rebels dans ce moment-là. Et j'espère vraiment du fond du cœur qu'on va les voir en mode vraiment espion, etc. Et le côté infiltration, etc. est super sympa. Il y a un truc que j'aimerais bien voir, qu'a évoqué Sylvain, c'est le côté un petit peu rébellion sale, mais j'ai peur que sur la plateforme Disney+, ils osent pas y aller, franchement. J'ai peur que ce soit un peu édulcoré. Et un autre truc que j'ai adoré dans la vidéo, c'est qu'ils disent c'est pas parce que c'est une série qu'on va pas mettre des aliens. Donc, genre, enfin, la phrase est plus ou moins ça dans l'idée. Et ça, c'est aussi un truc qui
qui m'a beaucoup plu, et on voit que ouais, on va bouffer de l'alien de partout, donc moi je suis vraiment ravi à ce niveau-là, et le côté série espionnage, ça veut dire qu'on a un peu de chaque type de série dans Star Wars, c'est pas toutes les mêmes, on a la série plutôt chasseur de primes samouraï, là on a l'espionnage, on en a un sur les méchants, on en a un sur les Rangers, donc il y a vraiment, il y a de la diversité, et je trouve qu'on va avoir plein de genres de Star Wars différents, donc moi je trouve que là vraiment cette série me botte vraiment, et Diego Luna j'adore comme acteur en plus, donc je pense que ça va être un vrai régal. Henri, je te laisse le mot de la fin concernant Andor. Alors c'est vrai que on va dire que le gros avantage pour cette série, c'est que c'est celle dont on sait le plus en fait. On a maintenant ils ont commencé le tournage, on sait très bien qu'ils vont diffuser la première saison juste avant d'enchaîner la troisième de Mandalorian, donc on sait. Non, je crois que c'est Andor, ça sort en 2022 aussi. Hein. Ah 2022, moi je pensais qu'ils allaient justement la sortir. C'est triste d'ailleurs. Hein. Bah oui. Ah ouais, tu vois, j'aurais vraiment pensé qu'ils allaient peut-être la sortir pour octobre 2021 avant d'enchaîner avec. Je pense que c'est le Covid qui a fait ça. Manda. Parce que moi j'avais noté 2021 dans ma tête aussi. Bon, dans tous les cas, c'est vrai que c'est le projet le plus abouti, hein, vu ce qu'on en sait, ils ont commencé le tournage, on connaît un petit peu des détails des acteurs et tout ça, donc c'est vrai que ça attire tout de suite plus le spectateur. Ce qui m'intéresse le plus, c'est effectivement, je rejoins un petit peu ce que vous avez dit, c'est qu'on va voir des personnages un peu gris, c'est-à-dire que même s'ils sont, un peu comme vous voyez dans Rogue One avec pour Andor et son espion, c'est que ça va être pas que des méchants ou des gentils, ça va être partagé, donc on aura peut-être des gens un peu plus gentils du côté des méchants et vice versa. On va peut-être avoir la possibilité de voir plus les bas-fonds, peut-être justement la Ligue de l'univers et tout ça, ce qui m'intéresse un petit peu, ce côté, bon, j'aime beaucoup Coruscant, mais c'est vrai que ce côté un petit peu plus ancré dans le réel, entre guillemets, m'intéresse pas mal. Et c'est vrai que la période vraiment, comme celle de Rebelle, mais là cette fois-ci de côté beaucoup plus sérieux, c'est le fait de subir de voir les personnages qui subissent vraiment le joug de l'Empire, parce que le joug de l'Empire, la puissance de l'Empire, on l'a vu un petit peu dans Rogue One, mais on l'a juste ressenti après dans Rebelle, ce qui était comme une série animée pour enfants. Donc c'est vrai que voir peut-être la puissance de l'Empire, la cruauté du régime sur écran, ça peut être vraiment sympa, et je pense qu'ils peuvent quand même faire quelque chose, parce qu'on peut pas dire que Mandalorian soit non plus très édulcoré, mais je pense qu'ils peuvent faire quelque chose vraiment d'assez sombre. Et ben Henri, je te laisse continuer, parce que on va aussi retrouver, là on va parler du dernier projet de série live qui a été annoncé, et c'est Lando. Je sais pas pour vous, mais c'est un peu même si je pense qu'il y avait comme quelques rumeurs, mais c'est vraiment quand même le projet qui m'a le plus surpris par leur annonce. C'est vrai que moi je m'y attendais pas forcément, et on n'en sait vraiment pas grand chose. Et là, je pense que toutes les possibilités sont ouvertes. On sait juste pour l'instant que ça sera réalisé par Justin Simien, apparemment un grand fan de Star Wars, donc c'est tant mieux, mais c'est vrai que l'histoire, ça peut être tout n'importe quoi. Est-ce que ça va être... Moi, je vois bien, comme on aime bien s'inventer des histoires, mais je verrais bien là aussi, par contre, un vrai truc, un peu, on verrait Billy Dee Williams en vieux Lando raconter justement, en exagérant, qu'on voit justement ces aventures complètement frabadingues, vu comme s'il avait sauvé la galaxie tous les 4 matins, et donc on verrait un peu un mix des deux Lando, parce que je pense que ça serait intéressant d'avoir quelque chose justement avec à la fois Billy Dee Williams et Donald Glover dans les épisodes, quoi, voir les deux générations du personnage, et je pense que ça pourrait, je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant à voir après les histoires. Mais si c'est vraiment un truc grandiloquent où c'est vraiment presque du too much, ça pourrait être intéressant à voir. Thomas, qu'est-ce que t'en penses de Lando? L'idée d'Henri m'a fait poiler là. Le fait de voir le vieux comment dire, Lando qui raconterait les mémoires dans Lando Calrissian en disant ouais alors là j'ai fait ça, et puis de voir justement un flashback où tu vois le jeune Lando qui se barre en courant et qui court, ou enfin tu vois qui fait de la merde, en fait je trouverais ça mais
extraordinaire. Vraiment, l'idée me plaît énormément, Henry. Alors là, vraiment, j'adorerais plutôt en mode humour. Je trouve que le Lando, d'ailleurs, il est extraordinaire hein, dans le solo. Presque il vole la vedette à Han Solo. Je suis désolé, Seb. Hein. Mais donc, du coup, c'est vrai que je trouve ça très cool. Et moi, ce que je me suis imaginé, c'était le fameux Solo 2 qu'on n'a pas eu. J'imaginais la continuité avec le Soleil Noir, avec Kira. Ça fera plaisir à Sylvain en plus. Et également, voilà, pourquoi pas revoir Alden Ehrenreich et Chewbacca, voilà, des trucs avec le faucon. Et voilà, pour moi, c'est un peu le côté rigolo, comme tu dis Henri, et ton idée, je l'adore, et puis vraiment la suite de Solo. Pour moi, c'est ça que je vois, parce qu'il faudra pas non plus trop tarder. À un moment, peut-être que les acteurs vont coûter cher, ou qu'ils vont vieillir. Donc là, faut en profiter, faut finir l'histoire, et je trouve que c'est un très bon moyen. Pourquoi pas en centrant Lando comme personnage principal, ce que j'adorerais. Et Donald Glover, il est énorme comme acteur, quoi, vraiment. Sylvain. Eh ben, moi, j'avais absolument mais aucune attente, aucune hype. Et puis, comme Thomas, l'idée d'Henry me plaît. Si c'est ça, je valide à 200%. Le vieux Lando qui te raconte l'histoire, un peu comme on le voyait dans Solo là où il enregistrait ses propos n'importe quoi, où tu le verrais en fait raconter ses histoires même à sa fille, et et puis en fait quand il commence tu vois en fait le jeune qui la vérité derrière les propos, et où ça part en sucette, où il se retrouve n'importe quoi, et puis oui, on revoit Alden Ehrenreich. Voilà lui, et puis Emilia, et puis le faucon. Là, je vote pour. Si c'est pas ça, ça m'intéresse pas la série en fait. Eh ben moi, c'était pas une grosse surprise Lando, parce que il y avait, je crois que la rumeur Lando elle court depuis un peu plus d'un an, donc comme Ahsoka, pas très surpris, mais très heureux que ça soit confirmé. Ce qui m'étonnait, c'est qu'on a zéro information sur qui va jouer Lando. On nous a, je crois que dans la présentation vidéo, on nous montrait le faucon de Solo, et je crois qu'on voyait aussi Donald Glover, mais on voyait pas Billy Dee Williams, ce qui me fait dire que ce sera Donald Glover le personnage principal. Moi, ce que j'attends, c'est, alors déjà l'idée, comme vous, l'idée de Henry, ce serait génial, ce serait la structure parfaite de narration. Après, moi, ce que j'attends, c'est un peu comme l'a dit Thomas, c'est un peu Solo 2, parce que Solo 2, à la fin, clairement, ils avaient des idées pour la suite, et il y a des arcs narratifs qui n'ont pas été bouclés, notamment entre Dark Maul, Kira, Han Solo, voilà, comment ça se termine tout ça. Donc moi j'aimerais qu'on boucle l'arc narratif de Kira, qu'on revoie Dark Maul, et qu'on revoie également Han Solo et Chewbacca, et qu'on illustre cette fameuse réplique de l'Empire contre-attaque où t'as Han Solo qui dit à Leia, on a fait les 400 coups Lando et moi. Moi j'ai envie de voir les 400 coups de Lando et Han Solo dans la série. Tu vois, Han Solo il pourrait apparaître un peu comme une Cara Dune dans Mandalorian, c'est-à-dire sur une saison entière, il apparaît dans 3 épisodes et puis basta quoi. Mais un personnage secondaire important quoi. Mais en plus je crois que Alden Ehrenreich il a pas trop de projets en ce moment, donc à mon avis il serait pas contre ça lui ferait un peu de pognon et un peu d'activité. Voilà, et puis moi revoir du Han Solo de toute façon je vais jamais cracher dessus donc ce serait une très très bonne chose. Donc voilà, par contre si ça se déroule avant Solo, je serais déçu. Honnêtement je serais déçu. Voilà. Moi vraiment faut que ça se passe après Solo. Et j'aimerais voir quelque chose, mais ça va être un peu atténué à cause d'un comics. Moi, j'aurais beaucoup aimé voir la rencontre avec Lobo. Lobo, c'est un peu l'homme de main de Lando sur la Cité des Nuages sur Bespin. Et en fait, il y a déjà un comics qui nous présente Lobo comme étant un personnage très très bavard et qui va devoir entre guillemets se sacrifier avec ses implants cybernétiques et perdre toute sa personnalité pour à la limite devenir un robot muet quoi. Et voilà, ça du coup, vu que c'est expliqué en comics, on va pas l'avoir en série live, à moins qu'ils adaptent le comics dans un épisode, ce serait pas mal du tout d'ailleurs. Voilà. Mais voilà, donc très hypé si c'est bien la suite de Solo et qu'on justement on voit les 400 coups avec Han Solo, un peu moins si c'est pas le cas. Voilà. Et on a fait le tour de toutes les séries live qui ont été annoncées et il y en a
beaucoup. Il y en a beaucoup, et a priori, il y en aura d'autres encore. Alors, certaines seront des mini-séries, c'est-à-dire qu'elles auront qu'une saison. Ça, c'est le cas de Obi-Wan. Après, ça n'a pas été précisé pour les autres, à savoir si c'est des mini-séries. Il semblait qu'Ahsoka aussi. Ahsoka aussi, je crois. Il y a moyen que c'était une one shot. Lando, ça m'étonnerait pas que ce soit qu'une saison aussi. Alors après, c'est pareil, tout est relatif parce que les mecs vont dire Ahsoka, il y a qu'une saison, s'ils ont une super hype, ça marche. Aussi derrière, on continue. Hein, voilà. Ouais, en tout cas, c'est sûr que c'est Obi-Wan Kenobi. Ça, s'il y aura qu'une saison, vous attendez pas la saison 2. Ça, c'est sûr et certain. Ce qui m'a étonné d'ailleurs pour Obi-Wan, c'est que beaucoup de fans ont appris récemment qu'en fait c'était une série limitée, mais en fait j'avais cru entendre depuis le départ qu'ils avaient annoncé une série limitée. Ah non, oui, mais je te confirme, Henri, c'est juste que les fans en ce moment sont pas cons, mais en fait, et ça je me rends compte sur les réseaux sociaux, les fans s'arrêtent juste au titre des actualités et ne les lisent pas. Donc forcément, il a beaucoup d'informations leur échappent. Voilà. Ouais, donc, mais on fait un peu. Avec Sylvain, on a enregistré une émission un peu sur le sujet avec les fake news, tout ça. Dès qu'elle est montée, vous pourrez l'écouter. Voilà. On va passer maintenant à la partie animation, qui est un peu plus courte parce que il y a surtout 3 projets d'animation qui ont été annoncés. Le premier étant qui avait déjà été annoncé il y a quelques minutes, c'est Bad Batch. Et ça, c'est Thomas qui nous en parle, c'est ça? Alors effectivement, ouais, tout à fait, la Bad Batch. Donc ce sont les personnages qui sont apparus dans la saison 7 de The Clone Wars. Alors le paradoxe, c'est que quand ils étaient apparus, moi, c'est un peu les clones abîmés, un peu hors modèle, non conformés, et qui ont une certaine indépendance, mais paradoxalement sont assez badass. Et c'est un peu le République Commando des esquintés, quoi. Et donc ils recrutent notamment un de la bande des clones. Et a priori, ce qui est intéressant dans cette série, donc c'est que surtout elle va se passer. On reprend ces mêmes personnages, mais on va les suivre, mais ça va se passer non pas pendant la période The Clone Wars, mais c'est la suite de la période The Clone Wars. Donc c'est le tout début de l'Empire. Et on a été gratifié d'une bande-annonce qui d'ailleurs nous présente une scène qui pour moi alors que c'était clairement les épisodes que j'avais pas aimé de The Clone Wars, mais quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai eu une hype du tonnerre. Quand on voit ce Palpatine qui annonce la transformation de la République en Empire, je me dis putain, ça y est, il y a du géopolitique, j'adore ça. Déjà d'entrée, j'adore ça. Et on les voit eux être un petit peu justement en opposition avec cette création de l'Empire, et rien que ces idées-là est très 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 cool. Et dedans, je sais pas si vous avez remarqué, on voit le personnage de Fennec qu'on a dans The Mandalorian, donc du coup on sent que ça va mélanger avec d'autres éléments. Alors j'ai vu sur internet, certaines personnes me disaient avoir vu les Républiques Commando, justement ceux qu'on voyait dans The Clone Wars. Moi j'ai pas checké dans la bande annonce, mais voilà, c'est des trucs que j'ai entendus. Et donc voilà, en fait, c'est un peu le The Clone Wars qu'on a perdu, qu'on adore. Ça va continuer, c'est pas fini. Et je trouve que cette période, ça m'a énormément fait penser au roman de Karen Traviss, où à l'époque, on suivait un petit peu les Républiques Commando pendant la période des clones. Et là, on poursuivait à l'époque, je me rappelle, avec les Imperial Commando. Donc en fait, c'est un peu une suite de The Clone Wars. Et rien que pour ça, c'est génial. Et la période début de l'Empire est vraiment intéressante, parce qu'au début, en plus, il y a 0 rebelle. Donc on va voir, je pense, tout le monde se faire laminer par l'Empire. Et la Bad Batch sera un peu le début de l'espoir, et je trouve que ça c'est génial. Je pense qu'il va y avoir toute une réflexion entre les clones, la Bad Batch, comment chacun vit le truc intérieurement. Moi je m'imagine des trucs géniaux, quoi. Donc par contre, le seul problème c'est que c'est plus Filoni qui réalise, il sera juste, je crois, producteur ou coproducteur. Et ça c'est le petit bémol. Voilà. Sylvain, toi, qu'est-ce que t'en penses de la Bad Batch? Alors, je suis en train de regarder la bande-annonce. J'ai pas encore vu les Républiques Commando, mais il y a ce qui ressemble à des Dark Troopers, déjà, de base. Après, je suis dubitatif, parce que on revient encore on avait abandonné The Clone Wars, mais on s'est revenu après, et puis là, on en fait un truc dérivé. Et puis on va encore suivre un groupe de clones qu'on a appris à connaître et à aimer, et qui a son indépendance, donc n'est pas pour l'empereur, pour l'Empire, pour Palpatine et tout ça, et hors programmation et tout ça. Je trouve en fait ça devient assez redondant. J'ai l'impression que chez Filoni, en fait, il y a plein de clones qui sont devenus indépendants, qui n'ont pas suivi l'ordre 66.
ça a tendance un peu à me saouler. Après, on verra sur pièce. Je pense pas que la série dure très très longtemps, parce que ça aurait pas à mon avis, ça aurait pas d'intérêt. Donc voilà. Pour le moment, je jugerai sur pièce. Graphiquement, c'est du The Clone Wars, donc on va voir. C'est très beau. Et puis de toute façon, le groupe est commandé par Rambo, donc moi ça me va. Henri, tu penses quoi de cette série, toi? Curieux quand même. Après, j'ai envie de dire tout pour oublier l'animation de Star Wars Resistance. Donc moi, le style Clone Wars, ça me va parfaitement. Surtout que quand on compare les premières saisons avec les dernières, ils sont quand même améliorés dans l'animation. Donc je suis quand même curieux. J'aime bien les personnages. Je les avais pas aimés lors je crois que vous avez fait la toute première fois, c'était 1 ou 2 épisodes ou un arc scénaristique, je me souviens plus, ça fait tellement longtemps. J'avais eu du mal. Puis là, quand on les a revus dans la dernière saison, quand ils sont allés sauver leurs confrères, j'ai bien aimé les revoir. Et je trouve que c'est tous ces personnages très hauts en couleur, ils ont tous leurs personnalités différentes. Il y a vraiment des grosses opportunités qui peuvent saisir. Donc c'est vrai que voir cette bande un petit peu désorganisée de Clone Trooper au problème justement un peu on va dire, je sais pas comment les dire, mais un peu dégénéré. Et c'est vrai que je trouve que ça peut vraiment donner quelque chose d'assez haut en couleur. Et je suis curieux quand même d'en savoir plus. Et puis j'aime bien le style Clone Wars, donc genre de bande, y a pas de souci. Et ben moi j'ai peur que ça fasse un peu la série Rangers of the New Republic, mais Rangers of the Old Republic, c'est-à-dire que des personnages que j'affectionne pas trop, qui sont les héros d'une série où faut un peu faire la loi. Moi j'ai pas vraiment accroché aux épisodes de The Clone Wars avec la Bad Batch, parce que c'est des personnages ultra caricaturaux, bon pour vendre des figurines aux gosses de 13 ans. Mais je t'emmerde. Ma femme fait mais je n'ai pas prévu de les acheter en figurine, Camille. Mais voilà, les personnages sont pas du tout intéressants, mais vraiment pas du tout. Même leur look, enfin tout est exagéré, c'est pas du tout surprenant. Enfin bref, je suis pas du tout fan. Après, encore une fois, le contexte, lui, pour le coup, il est plus intéressant, parce que c'est les tout premiers jours de l'Empire. Voir comment se fait cette transition dans les premiers jours, ça peut être hyper intéressant. Moi, j'étais pas du tout hypé par cette série jusqu'à comme Tom, je vois cet hologramme de Palpatine faire son discours là, c'était assez sympa. Je pense que voir des clones combattre des clones, ça peut avoir un petit intérêt. Après, ça peut avoir un petit intérêt sur 1 ou 2 épisodes, sur toute une série, peut-être pas. Le personnage de Fennec, je vois pas du tout ce qu'il va faire dans cette histoire. La hype et l'enthousiasme est à 0 à ce niveau-là. Donc moi ce qui m'intéresserait, c'est surtout de voir tout ce qui est le contexte politique, peut-être voir aussi comment les Stormtroopers, comment les Clone Troopers vont devenir des Stormtroopers. Comment peut-être aussi l'Empire va abandonner l'idée de faire une armée 100% clone et faire une transition avec des gens qui recrutent. Ça pourrait être intéressant, mais je pense que ce sera que des choses en background et pas forcément... Enfin moi j'ai peur qu'on ait un épisode, une mission où ils réussissent et puis voilà, c'est génial, on est badass, tout ça. Donc voilà, je ne demande qu'à être agréablement surpris. J'étais pas du tout enthousiaste au début, la bande-annonce m'a un peu réconcilié avec le projet, donc voilà, maintenant on verra bien. Et on va maintenant continuer avec une série qui n'a rien à voir avec Sylvain, puisqu'on va, alors c'est une série, et on sait pas trop si c'est une série ou un film, et ça s'appelle Droid Story. C'est ça, ce serait une nouvelle série animée, centrée sur R2D2 et C3PO. À part que Anthony Daniels redoublerait C3PO, on n'en sait pas plus. Si peut-être que ce serait un voyage épique qui présentera un nouveau héros guidé par le duo légendaire R2D2 et C3PO. Et donc avec un pitch pareil et une idée pareille, ils ont fait une série d'animation là-dessus. Comment vous dire, ça ou un épisode de Lego Star Wars Story, ce sera la même.
Thomas, qu'est-ce que tu as à en dire? Alors, là-dessus? moi, ça m'a directement fait penser à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait les dessins animés Droids, justement, et c'était exactement ça, on suivait C3PO et R2D2, il leur arrivait des aventures avec tout plein de bestioles Star Wars qu'on n'avait même jamais vu ni d'Ève ni d'Adam, ça n'avait absolument ni queue ni tête, et je me rappelle que pourtant j'avais quand même acheté le DVD parce que voilà, il y avait marqué Star Wars dessus, mais j'étais tout content de l'avoir, j'avais vraiment regardé, mais je m'étais fait chier. Et pourtant, voilà, on parle à un gars qui est fan des Ewoks et qui a regardé les téléfilms des Ewoks des tonnes de fois. Mais là, même là, moi qui suis bon public, je m'étais vraiment fait chier. Alors voilà, j'ose imaginer que ça va être plutôt pour un public enfant. Du coup, nous, ça tombe bien, on aura des enfants tout petits, donc peut-être que ce sera pour eux. Genre les Teletubbies de Star Wars, un petit peu. Mais sinon, je vois pas, quoi. Voilà. Henri, toi, t'as quelque chose à dire sur la série? C'est vrai que... Il n'y a pas grand-chose pour l'instant à dire. C'est vrai que je vois exactement comme ça une suite un petit peu à la série animée Droids où ça sera vraiment des trucs vraiment un petit peu humoristiques, anecdotiques, vraiment destinés aux plus jeunes, mais j'en attends vraiment rien de plus, surtout quand il s'agit juste des deux droïdes, quoi. C'est vraiment... non, j'ai vraiment rien d'autre à dire. Je sais vraiment pas en quoi en penser. À voir les premières images, c'est sûr que par curiosité, je regarderai, mais c'est vrai que pour l'instant, j'en attends pas grand-chose. Ça, c'est sûr. Moi, je me dis que, de toute façon, Star Wars, c'est pour les fans de 7 à 77 ans, même de 5 à 85 ans plutôt même. Et voilà, il faut pas qu'on se dise, nous, fans adultes, c'est pour les enfants, c'est pourri. En fait, non, tu peux faire des séries pour destination des enfants très réussies. Je pense qu'on sera pas du tout la cible, du coup, de cette série animée. Ce qui veut pas dire qu'elle sera mauvaise. Moi, mon petit, il aura peut-être 2-3 ans quand ça sortira, donc il sera encore trop jeune, mais à l'âge où il aura le droit de regarder un peu les écrans, je lui montrerai certainement la série. Ce sera toujours mieux que Dora l'exploratrice. Ce sera toujours mieux que Dora l'exploratrice, en effet. Mais voilà, moi j'attends de voir. Moi, ce qui me ferait marrer, ce serait qu'en fait, on rejoue des scènes cultes des films, mais vraiment avec le point de vue des robots. Parce que voilà, pendant qu'Han Solo il est en train de faire péter le bunker d'Endor, qu'est-ce qu'il faisait ces 3PO à ce moment-là, quoi. Donc voilà, des choses comme ça me ferait rire. Donc voilà, après, voilà, j'ai pas sauté dessus, je pense, je sais même pas si je regarderai, en fait, tant que mon garçon, il pourra pas regarder, en fait. Mais, vraiment, si j'attends de voir la bande-annonce, en fait, vraiment pour me dire, ça peut être sympa, ou c'est vraiment trop pour les enfants. Et je ne suis pas le public concerné, mais c'est très bien que Lucasfilm pense à tous les publics, parce qu'il faut bien vendre des jouets derrière. Voilà. Et on va parler maintenant du troisième et dernier projet d'animation qui s'appelle Star Wars Vision. Et ça, c'est toi, Tom, qui nous en reparle aussi. Donc le Star Wars Vision, en fait, le concept, c'est de faire cette fois-ci travailler nos amis japonais, spécialistes de l'animation japonaise, des mangas, donc du coup, sur le thème de Star Wars. Et c'est pas un premier coup d'essai, puisque on a eu pas mal de romans, et notamment de films, qui ont déjà été adaptés en manga, mais plutôt en manga papier. Par exemple, le roman qu'on avait tous adoré, le roman jeunesse, là, Étoile après... Non, c'est pas Étoile après Étoile, c'est... Étoile perdue. Étoile perdue, exactement, qui avait été adapté en manga. Le roman sur Leia aussi a été adapté en manga. Et donc, apparemment, moi, je les ai jamais lus, mais ça rend des trucs sympas. Et je sais qu'à une époque aussi, Marvel avait des adaptations comics, des comics donc qui étaient faites en manga également. Et c'était plutôt de bonne facture, parfois même mieux que ce que faisaient les Américains. Donc, je suis quand même plutôt curieux, pas hypé, mais curieux de voir ce que ça peut donner. Je trouve que ça peut être intéressant, ça peut amener une vision assez fraîche de ce que c'est que Star Wars, avec un point de vue extérieur, avec une culture un petit peu différente, mais qui est aussi proche de Star Wars, hein, la culture japonaise. On voit on l'a vu à plusieurs fois, on pioche dedans aussi, donc moi je suis totalement pour, et d'après ce qu'on en a compris, a priori, ce serait plutôt des petits one-shots, en fait, où on va aller voir tout et rien, en fait. Enfin voilà, c'est assez large finalement pour l'instant. Vous compléterez, et moi voilà, je suis plutôt hypé, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Ok. Henri, tu en penses quoi, toi, de Star Wars Vision? Alors honnêtement, je pense pas, c'est vraiment entre ça et Droid Story, c'est vraiment les projets qui ne m'intéressent pas du tout. C'est vrai que j'ai jamais été un fan d'animé ni de culture japonaise, donc c'est vrai que j'ai du mal j'en attends pas grand chose.
Après, c'est sûr que côté animation, à voir s'ils font un peu comme Animatrix, je sais plus qui en parlait quelque part, si c'est un peu dans le même style, un petit peu comme ça, des petits courts-métrages qui forment un petit tout, pourquoi pas. Après, on se souviendra que justement, Thomas parlait de Marvel, mais à l'époque de Dark Horse, ils avaient sorti exactement Visionaries. Ça m'a fait un peu penser à ça, l'anthologie Visionaries qu'ils avaient sorti juste avant l'épisode 3, avec des histoires un petit peu qui étaient pas vraiment infinitisme, mais étaient un petit peu exagérées, un petit peu qui était justement un petit peu en dehors de l'univers tout en étant dans l'univers. Donc peut-être quelque chose comme ça où on pourrait s'imaginer. Je sais qu'il y a eu même des figurines, je crois, qui mélangent Dark Vador avec un samouraï. Alors est-ce qu'ils imagineraient un petit peu quelque chose comme ça, un truc peut-être un univers décalé de Star Wars, ouais, voilà, un petit peu dans ce genre-là, voilà. C'est le seul truc qui pourrait vraiment m'attirer. Après, c'est vraiment du Star Wars à la sauce manga avec Vador qui va traverser le champ de l'étoile noire pendant 3 ans comme Olive et Tom sur leur terrain de foot. Je suis pas sûr que ça puisse m'intéresser. Sylvain, dis-nous. Pour le moment, aucun intérêt. Merci Sylvain. On en sait tellement peu. J'ai jamais été non plus fan des mangas. Là, je sens venir le coup du Star Wars Animatrix, et comme j'ai pas spécialement aimé l'Animatrix, là pour le moment intérêt 0, voire moins 1, moins 2 quoi. Eh ben moi je pense qu'on aura totalement l'Animatrix. Ils avaient aussi fait ça avec Batman, entre Batman Begins et The Dark Knight. Il y avait un même projet où c'était des épisodes qui étaient censés faire la continuité entre les deux avec des styles très différents. Et je pense qu'on aura ça du coup pour Star Wars. Ce sera pour moi une série anthologique avec des épisodes totalement dépendants des uns des autres, avec des styles totalement différents les uns des autres. Je me demande même si ce sera pas je pense que ce sera pas forcément une série avec des histoires canon aussi. Je pense qu'en fait ils vont laisser juste les artistes partir dans leur trip et voilà. En tout cas, je pense pas qu'il faudra essayer de raccrocher les histoires de cette série à la chronologie officielle. Après, si on laisse carte blanche à des artistes faire leur trip visuel, et ben moi je pense que il y aura des très bons épisodes et il y en aura des très mauvais selon les genres. Voilà, je peux pas trop me en dire plus non plus. Voilà, je demande à voir, tout simplement. Et nous avons fini maintenant avec les projets d'animation, et on va maintenant enchaîner avec la partie cinéma, qui est la seule partie où on va parler de projets qui vont pas sortir sur Disney+. Alors déjà très brièvement, il n'a été en aucun cas question de la trilogie de Rian Johnson qui a été annoncée en 2017 il me semble. Donc à mon avis c'est stand-by total à ce niveau-là. On a eu très rapidement une petite annonce sur le film de Taika Waititi, donc comme quoi il y aurait bien y avoir un film de Taika Waititi, mais on connaît ni l'histoire, ni l'époque, ni la date de sortie, ni rien. Et puis de toute façon le bonhomme est assez occupé chez Marvel pour faire Thor Love and Thunder, donc à mon avis pas demain la veille qu'on va voir son film. Par contre, et c'était là une surprise, ça pour le coup moi je m'y attendais pas du tout, on nous annonce un film réalisé par Patty Jenkins qui a réalisé les 2 premiers Wonder Woman, et ce sera un film Rogue Squadron. Alors on a eu le droit à une petite vidéo où justement elle est en train d'enfiler une tenue de pilote rebelle sur le tarmac d'une base militaire. Elle explique qu'en fait elle adore 2 choses dans la vie, c'est la vitesse. Et aussi, elle nous dit que son père était à l'armée, il s'est fait tuer. Et du coup, en fait, ça allait être un film assez personnel pour elle parce que on allait parler de sacrifice, on allait parler de vaisseaux qui vont vite. Et donc, moi, je trouve ça bien qu'on parte sur ce postulat. C'est voilà, bon, certes, ça va être un film de franchise, mais avec pour le coup une réalisatrice. C'est la première fois d'ailleurs qu'on a une réalisatrice dans Star Wars pour un film. Et qu'on a quelque chose peut-être de personnel à raconter et de personnel à apporter, et je trouve ça sympa. Autre info importante, je vois déjà sur les forums, sur internet, tout le monde qui dit ça va adapter le jeu vidéo, ça va adapter les romans X-Wing et tout. Non, c'est officiel, ça va être une histoire inédite.
qui va s'inspirer de l'esprit des jeux vidéo, de l'esprit des comics, tout ça. Donc je pense que on verra les gens qui se disaient ça va être Wedge gentil le personnage principal. Ben déjà c'est un peu compliqué parce que Dennis Lawson il est pas tout jeune. Et par contre je le vois bien avoir un rôle de mentor d'un escadron. Ça pourrait être pas mal si la série elle se déroule entre l'épisode entre le retour du Jedi et le réveil de la Force, pour être le mentor d'un escadron, et puis avec des personnages inédits. Moi je pense vraiment qu'on aura que des personnages inédits, pour le coup. Un peu comme Rogue One, voilà. Après il disait, officiellement c'est dans le futur de Star Wars, mais est-ce que c'est dans le futur de Star Wars dans le sens où ça va sortir en 2023, donc c'est dans le futur, mais où est-ce que c'est vraiment... ça veut rien dire en fait le futur de Star Wars, ça peut être à n'importe quelle période, parce que ça peut même pas être après l'épisode 9, parce que dans la vidéo de Patty Jenkins et dans le logo du film, on voit bien que c'est un X-Wing de la période de l'Alliance Rebelle. Donc voilà, la période je ne sais pas du tout, ça peut très bien être avant la trilogie originale, ça peut être après, ça peut être pendant, je n'en sais rien. Moi tout ce que j'espère c'est quand même qu'on aura un enjeu assez important dans le film, un peu comme dans Rogue One quoi, et pourquoi pas aller voler les plans de la seconde étoile noire, ça pourrait être rigolo. Je pense qu'il y a aussi plein de gens qui penseront que Rogue Squadron c'est la suite de Rogue One, mais c'est plus au grand public je pense qu'il ferait l'amalgame. Voilà, mais en tout cas je suis hyper hypé. Moi Rogue Squadron c'était mon jeu vidéo préféré, je l'ai fini je sais pas une dizaine de fois ce jeu, et les batailles de vaisseaux, les batailles spatiales c'est vraiment un des aspects que j'adore dans Star Wars. Et du coup je pense que on a la meilleure bataille spatiale dans Rogue One, et là je pense que Rogue Squadron va dépasser ça, je l'espère vraiment. Voilà. Sylvain, toi tu en penses quoi? Hypé, vraiment j'ai envie d'un Top Gun version Star Wars. C'est vrai que c'est pas une adaptation et je me dis tant mieux, parce qu'adapter un jeu vidéo ça donne Super Mario Bros, hein, ou les Tomb Raider qui sont un poil mieux, mais on est quand même sur du 5/20 quand même, hein. Mais c'est vrai que je préférais une période trilogie originale plutôt que postologie sur le lance, mais un truc à la Top Gun bourré de combats spatiaux. C'est vrai que ça m'a manqué un peu les combats spatiaux dans la postologie, et j'espère qu'on retournera dessus. Et moi par contre je trouverais que ce soit marrant que ça devienne une sorte de suite officieuse à Rogue One, et que on suive des gars qui ont repris l'identifiant Rogue, qui ont formé un escadron de pilotes un peu casse-cou, un peu borderline, qui suivent les ordres mais qui continuent à dessouder du TIE Fighter dans la joie et la bonne humeur, en beuglant Rogue Squadron et tout ça. Alors l'inconvénient, si ça se passe pendant la trilogie originale, faut faire apparaître Luke, je crois, parce qu'il est dedans au bout d'un moment. Donc c'est là où peut-être que je bug un peu là-dessus. Mais franchement la hype elle est, j'aime beaucoup ce que fait Patty Jenkins. J'ai beaucoup aimé le premier Wonder Woman. Je pense que je vais aimer le second. Donc je suis très content de cette annonce là. À toi Thomas. Eh bien, écoute, moi, c'est marrant parce que Rogue Squadron, c'était ce que je m'étais imaginé pour Rogue One. En fait, à l'époque où nous avait sorti Rogue One, moi, je m'étais imaginé des combats de vaisseaux principalement, et en fait, non, mais enfin, pas autant de vaisseaux que ce qu'on imaginait. Donc là, je pense que ça va être full vaisseau. Moi, à la base, dans Star Wars, c'est ce que j'aime le moins, les batailles de vaisseaux. Néanmoins, je trouve que c'est intéressant l'idée de partir là-dessus. Et ce qu'elle a dit, effectivement, la réalisatrice visiblement a super bien joué son coup, notamment apparemment le Wonder Woman 84 est vraiment hyper dingue quoi, donc je suis plutôt emballé là. J'avais beaucoup aimé la première partie de ce film là, je sentais qu'il y avait une certaine âme, et ce qu'elle a dit sur son père, etc., le côté film personnel comme a dit Seb, ça c'est un truc qui me botte, donc pourquoi pas. Alors après je pense que ça va évidemment se passer dans la période trilogie originale, et comme tu disais, alors par contre il faudrait au moins voir Wedge et Luke, et pour moi ça repasse par un recast, et justement le Sébastien
Sébastien Stan dont on parle à chaque fois. Stan, ouais. Enfin, voilà, tu lui réduis les épaules numériquement et puis c'est bon, c'est Luke. Mais quoi. tu fais, Tom, tu prends tu télécharges l'application Deepfake et puis ça va plus vite, hein. Je pense pas que les gens soient prêts à recast, enfin, ils ont pas recast Luke jeune dans l'épisode 9, donc, voilà, tu prends n'importe quel acteur, tu deepfake la tronche de Luke dans l'Empire contre-attaque, et puis et tu la colles sur le mannequin, et puis Par basta. contre, si tu fais cette technique, ça veut dire qu'il est moins à l'écran, tu le vois moins. Ah oui, à mon avis, s'ils font ça. Et t'as des contraintes, comme avec Tarkin, tu sais, faut le mettre dans l'ombre. Ouais, mais c'est pas le même budget d'une série. Enfin, on va dire, si jamais c'est dans la trilogie originale et qu'on revoit Luke et Wedge jeunes, ils vont avoir un rôle de caméo et pas plus. Ah ouais. Et donc, du coup, par contre, voilà, c'est clair que ça va se passer pendant cette période-là, mais je sais pas trop ce que ça peut donner. Allez, je suis ouvert, on va dire que je suis ouvert. Et toi, Henri, du coup? En fait, c'est un projet que j'attendais plus ou moins depuis quand... C'est tout bête, mais c'est vrai que dès qu'ils avaient annoncé Rogue One à l'époque, on a quasiment tous pensé que ça serait Rogue Squadron. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu cette idée de film en tête. Donc c'est vrai que là, quand ils ont annoncé Rogue Squadron, j'ai été à la fois surpris et pas surpris. Ensuite, j'aime beaucoup la réalisatrice. Effectivement, j'ai beaucoup, comme Sylvain, où le premier Wonder Man est vraiment très très bon. Donc j'ai assez confiance en ses capacités. Le côté personnel, ça peut rendre vraiment bien. Et effectivement, Sylvain aussi, qui me vend le projet en disant juste Top Gun, quoi. C'est sûr que quand on le voit juste de ce côté-là, ça peut donner vraiment quelque chose, vraiment dans le cockpit, les gros plans, on ressent les vibrations des vaisseaux, c'est la vitesse, c'est la camaraderie. Mais sinon, comme période, je vois plutôt juste après l'épisode 6, plutôt, justement, avec la chute de l'Empire, peut-être la traque des cellules impériales qui existent encore, en attendant peut-être voir, justement, tout simplement la bataille de Jakku, peut-être, par certains côtés, d'autres personnages, retrouver d'autres personnages qui ont combattu, à ce moment-là, pour vraiment voir la chute de l'Empire. Mais c'est vrai que quelque chose vraiment intense, où c'est de la vitesse, c'est la camaraderie entre les pilotes. Je pense que ça peut donner vraiment quelque chose de très intéressant, et c'est quelque chose que j'attends depuis pas mal de temps. Et si ça s'inspire des romances, je suis vraiment très curieux et j'ai vraiment très envie de voir ça sur grand écran. Puis un petit caméo de Tom Cruise dans un X-Wing qu'on rigole un peu. Ah, mais c'est pas possible parce que tu sais, dans Top Gun, Tom Cruise retardait le tournage du film parce qu'il voulait piloter lui-même le chasseur dans le film. Alors là, je pense pas qu'on puisse lui apprendre à piloter un vrai X-Wing. Tu le fous dans l'un des simulateurs, basta. Je sais pas. Mais ce serait bien. Et d'ailleurs, on parle de Top Gun, mais vous imaginez la classe que ça serait d'avoir un porte-avions de X-Wing dans le film. Ah, ça pourrait être pas mal. Génial. On a déjà les portes avec la musique de Top Gun. Hein. On a déjà les porte-tailles, mais qu'on aurait l'équivalent avec des X-Wing, ce serait génial. Ah, ce serait génial. Et pourquoi pas un petit caméo de Poe Dameron enfant ou de Snap Wexley enfant, ce serait la petite cerise sur le gâteau, quoi. Ça pourrait être pas mal. Voilà. Mais c'est en 2023, donc ce sera a priori un one shot. Alors d'ailleurs, ils mettent pas c'est Star Wars Rogue Squadron, et c'est pas Rogue Squadron A Star Wars Story. Parce que c'était Rogue One A Star Wars Story, Solo A Star Wars Story, donc est-ce qu'ils vont rechanger la nomenclature des spin-offs d'ici la sortie du film, ils vont changer la nomenclature encore 4 fois. Ouais, bon, en tout cas, assez étonnant, et voilà, donc rien ne dit qu'il y aura une suite, rien ne dit que ce sera un stand-alone, voilà. Après, je pense que pour conclure avec les films, le second film qui viendra du coup, donc après 2023, donc peut-être 2025, ce sera sûrement le film de Taika Waititi, sachant qu'il y a aussi dans l'histoire un film qui doit être produit par Kevin Feige et la fameuse trilogie de Rian Johnson qui... J'étais un fervent défenseur de cette trilogie, mais là j'y crois de moins en moins. Ça va devenir un serpent de mer. Hein. Je pense qu'on n'en verra jamais le jour. Même si je disais totalement le contraire il y a un an. Voilà.
Et bien maintenant qu'on a passé sur les films, on va terminer cette émission avec des projets qui ne sont pas forcément liés à Star Wars, mais qui ont une forte ADN Lucasfilm. Et on va commencer avec Willow, un projet dont on va parler Henri. Oui, effectivement, donc il y a pas que Star Wars dans la vie du côté de chez Lucasfilm, ils ont quand même quelques autres projets dans les cartons, et c'est vrai que la rumeur d'une suite à Willow date bien avant l'apparition même de l'achat de Star Wars par Disney. C'est vrai qu'on en a parlé pendant très longtemps. L'acteur Warwick Davis avait toujours été intéressé de revisiter le personnage, donc c'est évident que là, quand ils ont enfin annoncé officiellement l'arrivée de cette série sur Disney+ dans quelques années, c'est vrai que, je pense que ça sera aussi pendant 2 ans, parce qu'ils sont censés commencer le tournage dans les prochains mois, d'ici mars prochain. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'attends avec impatience. Je pense pas qu'ils vont s'inspirer de la trilogie de romans qui existe également. Ça, je m'y attends pas énormément. J'ai jamais eu l'occasion de la lire d'ailleurs. Mais de retrouver le personnage par Warwick Davis, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Est-ce qu'on va revoir comment s'appelle l'acteur Val Kilmer. Val Kilmer, même s'il a malheureusement il a pas mal vieilli aussi. Ouais, on va pas le reconnaître. Cancer de la gorge, généralement ça change. Donc en tout cas, c'est vraiment pour le coup l'acteur que je m'attends pas à revoir, mais retrouver de cet univers. J'espère vraiment que Ron Howard sera derrière le projet, même en tant que producteur. Dans tous les cas, ça serait. En tout cas, j'en attends beaucoup, et une série de fantasy de plus sur petit écran, ça. Il y en a jamais assez, je trouve, actuellement, donc c'est pour le mieux. Thomas, toi, t'en penses quoi de Willow? Alors moi, Willow, quand j'étais gamin, c'était vraiment un film que j'adorais, que je regardais en boucle, un peu comme les Star Wars, comme les Ewoks et compagnie, et vraiment, j'étais hyper fan. Et là, j'avais envie de me remettre dedans récemment, et puis on fait revisiter des vieux trucs aux gamins, et puis je vais peut-être pas leur montrer ça, parce que dans ma tête, l'univers, il était un peu mort, dans le sens où il y avait plus de continuité. Et là, je trouve qu'en amenant ça, pareil, on fait un peu revivre avec cette suite, on fait revivre le film, on fait revivre l'univers. Et je suis hyper hypé, je suis très content que Warwick Davis revienne là-dedans, parce que clairement, il incarne vraiment le personnage. Mais je vais aller plus loin, j'adorerais que Val Kilmer revienne. Et malgré le fait que physiquement, on peut pas le nier, il a un petit peu changé quand même, je trouve qu'il y a moyen de rajouter quelque chose au scénario là-dessus. Le faire un peu bedonnant, vieillissant, un peu tout pourri, je sais pas, pourquoi pas, personnage alcoolique, etc. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à travailler, le gars qui irait chercher sa rédemption, qu'on sortirait un peu de la boue, vraiment ça me plaît, et, voilà, j'aimerais bien retrouver aussi Val Kilmer, quoi, sans aucun doute. Sylvain, toi, Willow, c'est ta grande attente? Rien à taper, en fait. C'est pas du tout un film que j'aime, Willow. Donc une suite des années après, je sens que ça va partir en eau de boudin. De toute façon, ça va être un film qui va essayer de refaire comme l'original, en moins bien. Donc non, moi ça m'intéresse pas du tout, cette suite là. Ben moi, je suis content que Lucasfilm fasse un peu quelque chose qui n'est pas du Star Wars, qui s'ouvre à d'autres univers, qui revisite certains univers en dehors de Star Wars. Je trouve ça pas mal, même si la priorité c'est Star Wars, hein, on s'entend bien. Moi, Willow, je suis pas fan du film, j'ai dû le voir 2 fois. Je crois que la première fois que je l'ai vu, c'était il y a une quinzaine d'années, quand j'étais étudiant, puis j'ai dû le revoir, je sais pas, il y a 5 ans, une deuxième fois, et bon, voilà, c'est un petit film sans prétention, mais je pense que je l'ai découvert sur la fin de l'adolescence, donc c'était trop tard pour moi pour que la magie prenne. C'était plus le sur le Seigneur des Anneaux, quoi, voilà, hein. Moi, l'Heroic Fantasy, c'est le Seigneur des Anneaux. Quand je vois qu'ils vont faire une série sur Willow, moi je me dis voilà, c'est très bien, Warwick Davis, c'est très bien. Par contre, il y a Amazon Prime à côté là qui va faire la série Seigneur des Anneaux. Donc voilà, je veux dire, si vous voulez pas souffrir de la comparaison, va falloir sortir les doigts. Bon, après, il y a tellement de séries fantasy en cours
Ouais, mais après, on sont pourrait toutes se mettre à comparer toutes les autres comme The Witcher, etc. Ah oui, The Witcher, ouais, non, The Witcher, c'est... Ou House of the Dragon, qui va sortir en même temps aussi. Ouais, alors, Game of Thrones, c'était... Ouais, on va dire qu'on a Game of Thrones, donc très adulte, The Witcher, un peu moins adulte, mais voilà, très bien fait aussi. Bah, Willow, faut que ce soit vraiment du même acabit, hein, parce que moi, je pense que la série Seigneur des Anneaux qui va arriver, elle va tout défoncer dans l'Heroic Fantasy, hein, mais vraiment, on pourra pas comparer. Pour moi, c'est pas comparable les deux projets. Même l'univers de Willow, même s'il est vrai que c'est un petit peu sombre, je trouve que c'est quand même, il est assez léger. C'est plus de niche. Oui, voilà. Donc c'est pas du tout. Pour moi, en tout cas, moi, je peux pas comparer les deux projets. C'est pas les mêmes univers. On peut pas. Ouais, c'est pas le même univers, mais c'est la même thématique, tu vois. C'est la même thématique, c'est le même genre. C'est le même genre. Mais enfin voilà, Willow, je regarderai le premier épisode. Je pense que je re-regarderai le film d'abord, parce que j'ai plus tout en tête. Et après, je regarderai le premier épisode, et après, je verrai si je continue ou pas, quoi. Mais pas sûr que j'aille jusqu'au bout de la série. Après, s'ils font les choses bien, je suis très content. Et puis, je suis le premier heureux à aimer la série, hein. Mais voilà, je me laisse quelques petites réserves. Et on va finir avec le projet mené par le plus grand acteur de tous les temps, Harrison Ford. Parce qu'il s'agit de Indiana Jones 5 qui est un peu aussi un serpent de mer, hein, parce que entre le moment où ils ont annoncé le projet et où ils le sortent, enfin je crois que normalement le film aurait dû sortir cette année. On en est loin. Donc ce sera a priori le dernier épisode de la saga. Faut dire, Harrison Ford, je crois, à 77 ans, donc bon, il y a un moment, il va plus trop pouvoir sauter dans tous les sens avec son lasso. Steven Spielberg restera à la production, mais cette fois-ci, il va pas le réaliser. C'est James Mangold qui va être scénariste et réalisateur de ce dernier épisode d'Indiana Jones. James Mangold à qui on doit notamment Logan. Je crois que c'est lui aussi qui avait fait Wolverine, le destin de l'immortel, enfin le truc au Japon là. Non, je crois qu'il en a fait qu'un seul. Et dernièrement, c'est Le Mans. Ouais, le Mans 66 qui était excellent. Autant Logan, enfin ces deux films avec Wolverine, j'ai pas les meilleurs de la saga X-Men pour moi, mais Le Mans 66 j'avais adoré. Et donc du coup Logan c'est un chef-d'œuvre. Je suis d'accord avec j'aime pas la fin, j'aime pas la fin. Il a tué Logan pour moi est immortel. Donc j'espère qu'il va pas nous tuer Indiana Jones. En tout cas, je pense que de toute façon c'est Harrison Ford qui a décidé. Il y a un moment faudra qu'on y passe quand même, hein. Désolé. Ouais, mais je pense que tu vois une décision comme ça, je pense que c'est Harrison Ford qui l'a, quel dernier mot, et c'est pas James Mangold. Ah bah si, t'avais raison, ils vont rebooter dans 5 ans en l'appelant Indiana Jane. Non. En tout cas, moi je suis très content de revoir Harrison Ford dans ce rôle iconique une dernière fois. Ils avaient déjà joué la carte je suis trop vieux pour ces conneries dans le 4, alors bon, quelle carte ils vont jouer dans le 5, je ne sais pas. Et je suis vraiment trop vieux pour ces conneries. Du coup, moi j'espère qu'on va quand même retrouver Marion Ravenwood avec qui il s'est marié. Par contre, ils sont pas obligés de faire revenir son fils Shia LaBeouf. Non, là, vu les dernières infos, de toute façon, c'est mort. Là, tu fais un Rick, parce que j'aime pas Shia LaBeouf, j'aime pas l'acteur. Enfin, j'ai rien contre lui personnellement, mais j'aime pas son jeu et je déteste le personnage de Matt Williams qui est insupportable dans tous les Indiana Jones 4. Moi, j'aime bien Indiana Jones 4, hein, mais sauf ce personnage. Voilà. Vraiment, c'est le Rose Tico de Indiana Jones, un peu. Et vu que, en gros, voilà, Indiana Jones 4, c'est 2008. Donc là, ça va être 2022 la sortie. Donc, va y avoir, si je dis pas de bêtises, 14 ans d'écart entre les deux films. Dieu sait qu'on vieillit très vite. Et 14 ans d'écart, tu peux recaster un autre acteur pour dire qu'il a vieilli et puis voilà quoi. Donc c'est pas gênant. Tu peux faire plus simple, tu dis qu'il est mort et puis on passe à autre chose. Non, pas non plus. Voilà. Mais et du coup, alors, je crois qu'Indiana Jones 4 c'est les années 50, donc là on serait dans les années au milieu des années 60. Ce serait marrant qu'on soit dans les années 70 et qu'Indiana Jones aille voir Star Wars au cinéma quand même. Voilà, ce serait marrant. Mais là, Indiana Jones aurait 90 ans, je pense, donc il serait un peu vieux. Mais voilà, donc voilà. Moi j'ai bien aimé le 4, donc je pense que j'aimerais bien le 5. J'ai hâte de voir ce que ça donne sans Spielberg aux commandes quand même. Mais voilà, James Mangold, c'est pas le dernier des tâcherons, donc voilà. Hypé par le projet.
Et si Harrison Ford peut faire une petite promo en France quand le film va sortir pour que je le rencontre une nouvelle fois, je suis pas contre. Voilà. Sylvain, toi, qu'est-ce que t'en penses de ce projet Indiana Jones 5? C'est vrai que c'est un personnage, un héros de mon enfance, donc pourquoi pas. Après, c'est vrai, l'âge avancé d'Harrison me fait un peu peur. Mais je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa et de faire une vraie passation de pouvoir avec quelqu'un qui reprendrait le fouet et le fedora. Faire le 4 en mieux et en dégageant le personnage de Shia, mais comme on disait, vu les dernières informations sur l'acteur, là c'est bon, il est mort et enterré. Oui, parce qu'ils sont en froid. En fait, il y avait Shia LaBeouf qui avait dit oui, c'est vrai, ce film c'était un peu n'importe quoi, machin, là. Et il y a Harrison Ford qui avait par voie de presse répondu en mode ta gueule, petit con. En fait, ouais, ta gueule et tais-toi, t'as pris ton chèque à partir de ce moment-là. Sois professionnel et défends le film auquel t'as participé. Voilà. Et puis non, mais il y a d'autres trucs là. Il y a encore un Shia, c'est encore un qui se rajoute à la liste des secs à bip des acteurs hollywoodiens. Donc après, c'est vrai que c'est plus l'âge avancé d'Harrison sur ce film qui m'inquiète un peu parce que il aura plus là, il aura l'âge de ses artères là, il pourra plus faire le clown. Donc comment tu fais ça? Pour moi, ça doit vraiment être la dernière histoire d'Indiana, et pour moi le mieux c'est que ça fasse la passation vers qui refile le fedora à quelqu'un, même s'il y a plus de suite à Indiana Jones après, mais qu'on boucle l'histoire, que ce soit pas non plus un film où on n'arrête pas de se foutre de sa gueule parce qu'il est trop vieux, quoi. Tom, toi, qu'est-ce que t'attends de ce 5e opus? Alors, moi, c'est marrant, mais je veux pas vous porter la poisse, j'ai l'impression qu'il arrivera pas, ce film. J'ai l'impression que ça va pas se faire, et que, voilà, c'était juste, ah ouais, au fait, il est toujours là, le truc. Et qu'en fait, ça va jamais arriver. Par contre, le truc qui me hype, si jamais ça se fait, clairement, c'est James Mangold. Moi, à l'inverse de vous, moi, Logan, quand je l'ai vu, ce film, en plus, j'ai clairement vu un lien vraiment cool, c'est que, quand j'avais appris que c'était le dernier film de Wolverine, j'étais dégoûté parce que moi c'était vraiment, ça a été la période des X-Men, c'était quelque chose d'extraordinaire, et en allant voir ce dernier film j'étais ah non c'est dommage, mais il a tellement bien fini le personnage de Wolverine, je trouvais c'était magique, je suis sorti du film, c'est rare que ça m'arrive, je suis sorti, limite j'avais envie de pleurer et tout, j'étais pas bien et trop heureux à la fois, enfin tu sais cette espèce comme quand t'es sorti d'Avengers 4 où t'as toutes les émotions qui te traversent, et en plus il avait fini sur un Johnny Cash, au moment où elle prend la croix, elle le met en X, enfin c'était vraiment, moi j'ai eu un feu d'artifice d'émotion, et je me dis si on a la même chose sur Indiana Jones, bah rien que pour ça, il a beau avoir 80 ans, allez on y va, vas-y, fais-moi rêver James Mangold, et clairement, autant l'Immortel j'avais trouvé pourri, mais s'il nous finit Indiana Jones pour moi du même niveau que Wolverine, je suis super preneur. Mais deux choses qui me font hésiter, c'est l'âge surtout des 80 ans, et puis le fait que, mais comment ça se fait qu'il est pas sorti plus tôt ce film, quoi, vraiment. Et Henri, dis-nous. J'en rejoins pas mal ce que mes confrères ont dit, hein. C'est là, je me fais un peu peur, et ce qui me fait vendre vraiment le projet, comme Thomas, c'est le nom de James Mangold, quoi. Je suis justement presque content que Lucas ne soit pas impliqué dans l'histoire, parce que c'est vrai que même si j'ai bien aimé le 4, je trouve que c'est vraiment l'histoire qui pêchait, quoi. C'était vraiment, il y avait d'autres histoires qu'ils auraient pu trouver. C'est vraiment je pense, j'ai l'impression que Spielberg a fait uniquement le film parce qu'il aime le personnage, mais on dirait je pense qu'il aurait pu se passer de l'histoire de Lucas, mais je sais qu'ils sont amis, donc je pense que ça a dû jouer, mais c'est vrai que là, de s'éloigner un petit peu de justement, de ce soit vraiment, tout est toute la balle est dans le camp de Mangold, je pense que ça peut vraiment donner quelque chose de, puis ça, il a une façon de réaliser qui, je pense, peut convenir parfaitement au personnage. Donc c'est des trucs un peu personnels, c'est des trucs on voit bien que ça soit Le Mans ou Logan, c'est des trucs vraiment très axés personnages. On est au plus proche de leurs sentiments, on est au plus proche de ce qu'ils sont en train de vivre. Donc je pense que ça peut vraiment effectivement rendre justice une dernière fois au personnage pour lui dire au revoir. Après, est-ce que ça sera vraiment la dernière aventure avec Indiana Jones incarné par Ford? Oui, mais j'ai du mal à imaginer que effectivement qu'il relance pas la saga, parce que c'est quand même
je pense pas qu'il l'aurait acheté. Enfin, je sais que ça fait partie du deal de Lucasfilm, mais si c'était vraiment la toute fin, ils auraient pas recréé, vouloir refinancer un nouveau film. Alors je suis encore, par contre, pour l'attente, je suis un peu quand même mitigé pour l'histoire. Attendons voir, mais je suis quand même. C'est vraiment mon gold qui me fait hyper pour ce film. Eh ben merci Henri pour ton avis. Et je vois qu'on parle depuis quand même pas mal de temps. Et il va être temps de conclure cette émission. Je sais que vous voudriez rester avec nous encore des heures et des heures, mais on va devoir dormir. Donc, pour terminer cette émission, je vous propose, chacun votre tour, vous me dites votre top 3 des projets qui vous hype le plus, sans forcément argumenter trop derrière, parce qu'on a déjà longuement donné nos avis sur tous les projets. Donc juste voilà, un top 3 de ce qui vous hype le plus et un top 3 de ce qui vous hype le moins. On commence par Tom. Alors mon premier c'est Acolyte, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Et en deuxième, si jamais je vais mettre Ahsoka, si jamais on part pas sur Mortis, parce que effectivement comme vous l'avez dit tout à l'heure, Mortis j'ai horreur, et à ce moment-là ce serait Ahsoka. Sinon en troisième je mettrais plutôt Endor. Sinon. Okay. Et les 3 qui te hype le moins? Alors les 3 qui me hype le moins, Droid Story, ça c'est évident. Ensuite, je mettrais certainement Star Wars Vision, donc plutôt dans les animes. Et après peut-être la Bad Batch, quoi, malgré tout. Quoi. Faites les 3 animes. Sylvain. Ce qui me hype le plus, alors le top 3, Rogue, Andor et Acolyte. Ce qui me hype le moins, là pour le moment, c'est Ahsoka, Droid Story et Star Wars Vision. Henri, ton top 3 de hype? Alors Rogue Squadron, Acolyte, et j'ai même envie de dire Willow, parce que c'est vrai que c'est quand même un univers que j'aime beaucoup. Et ce qui me hype le moins, c'est pas effectivement Droid Story, Star Wars Vision, et si je devais mettre en troisième, je pense Rangers, parce que c'est vrai qu'on sait pas encore grand chose, et il y a trop de rumeurs, donc c'est vrai que là pour l'instant, je sais pas quoi en attendre, donc c'est vrai ça m'intéresse pas encore assez. Ouais. Et moi, mon top 3 de la hype, c'est Rogue Squadron, surtout pour le retour de Star Wars au cinéma et tout l'enthousiasme qu'on va revivre, pour toute la période en amont qu'on va avoir pour de revoir Star Wars sur grand écran, ce serait génial. Et puis j'adore les vaisseaux. D'ailleurs, un petit coucou à Julien qui a pas pu nous rejoindre, mais qui adore les vaisseaux aussi, donc je pense qu'il va beaucoup aimer ce film. Voilà, donc Rogue Squadron vraiment en 1. En 2, étonnamment, je vais mettre Obi-Wan Kenobi, parce que j'étais pas du tout pour une série Obi-Wan Kenobi, mais quand j'apprends qu'il y a Hayden Christensen qui revient, qu'on va avoir un duel avec Dark Vador et tout, je me dis, ça va être totalement incohérent avec les films, mais je suis sûr qu'ils vont réussir à nous rendre un truc cohérent, et rien que pour ça, j'ai hâte de le voir. Et en 3, je vais aussi mettre Acolyte, parce que une nouvelle période de Star Wars en live action, une grande liberté devant nous, donc du coup on fonce dans l'inconnu, on va du côté obscur, donc on va pour la première fois vraiment suivre les méchants, donc je trouve ça vraiment très intéressant. Et voilà, je suis très intrigué. Je suis peut-être très déçu, mais actuellement je suis très intrigué. Et dans le top 3 des choses qui me hype les moins, sans surprise, Droid Story, parce que voilà, je n'ai plus 5 ans. Je dirais Willow, parce que voilà, sans plus, je regarderai, mais je sais pas ce que ça donnerait. Et je vais mettre aussi Rangers of New Republic, parce que je n'ai aucun intérêt pour Cara Dune, et j'ai hélas l'impression que ça va tourner autour d'elle. Donc si ça tourne vraiment autour de Cara Dune, je vais pas du tout être hypé par cette série. Et à moins que Boba Fett la rejoigne. Et pourquoi pas, et ça j'y ai pas pensé avant, Iden Versio fasse partie de la série, parce que Jaina Gavankar qui jouait Iden Versio, donc l'héroïne de Battlefront 2, à l'âge qui correspond au personnage dans la série. Et voilà, c'est une ancienne impériale repentie à ce moment-là, et je pense que le personnage collerait vraiment à l'esprit de la série. Mais pour l'instant, si c'est vraiment une série Cara Dune, en fait, zéro intérêt, même si je regarderai quand même parce que je suis un fan. Voilà. Écoutez, messieurs, je vous remercie vraiment pour ces presque 2 heures ensemble, et j'espère qu'on aura moult occasions de redébattre plus en détail de chaque projet quand on aura une date de sortie, parce que beaucoup de projets sont actuellement sans date.
Je vous laisse dire un petit mot pour la fin, chacun votre tour. Sylvain, comment on peut te rejoindre aussi, voilà, sur internet, tout ça. Sur mon Twitter, Sylvain Game Live, sur le Facebook de Star Wars en direct, sur les Discord, et pour le petit beau de la fin, bisous à tous. Thomas. Eh ben moi c'est à l'usager Tom & Roses, donc sur Facebook principalement, et puis on se donne rendez-vous en 2035 pour la sortie de Indiana Jones 5. Henri. Et moi, vous pouvez me retrouver, c'est plus facile de me laisser directement un message sur tous les réseaux sociaux de Star Wars en direct. Même si je participe pas énormément, je suis toujours dans le coin, donc n'hésitez pas à faire un petit coucou et puis on pourra engager la conversation sans souci. Et moi vous pouvez me retrouver tous les jours sur les actualités de Planète Star Wars ou sur mon compte Instagram StormySeb, où je poste plein de photos avec mes figurines. Voilà, donc on va remercier pour terminer nos partenaires, à savoir siteclan.net, mightinbox.net, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, starwarsholonet.net je crois, Star Wars Geeks Québec et Génération Star Wars et Science-Fiction. Eh bien, merci de nous avoir écoutés pendant presque 2 heures. Moi, je vais retrouver mon bébé qui m'attend et je vous dis que la force soit avec vous.